Bienvenue sur la chaîne d'Altruisme Efficace France. Nous vous proposons aujourd'hui un entretien avec Len Nguyen Hoang, médiateur scientifique, auteur et vidéaste sur la chaîne Science for All. Cet échange a été enregistré fin janvier 2020. Dans la description, vous retrouverez de nombreuses références sur les sujets que nous allons aborder. Bonne écoute. Bonjour Len. Bonjour. Bienvenue donc dans le podcast Altruisme Efficace France. Tu es donc l'auteur du fabuleux chantier pour rendre l'intelligence artificielle robustement bénéfique. Et du coup, je vais te poser dans la première partie de l'interview des questions sur l'ouvrage que tu as coécrit avec Madi. Ensuite, nous allons parler de long terme, nous allons parler de respectabilité, nous allons parler de probabilité et comment on peut gérer le futur. Chouette. Démarrons donc avec le livre. Alors, il est possible que tous les auditeurs n'aient pas lu le livre, même si je conseille fortement de le lire parce qu'il est très bien. Et pour ceux qui découvrent un peu l'altruisme efficace, un thème récurrent, c'est que nous recherchons des outils, des leviers qui nous permettent de résoudre efficacement les problèmes du monde, d'avoir un impact positif. Et dans le livre, Le fabuleux chantier, la première partie présente à la fois l'intelligence artificielle comme un outil formidable qui permet de résoudre des problèmes, mais aussi comme une source de problèmes. Peux-tu nous en dire plus sur le sujet ? Ouais, tout à fait. Je pense que plus globalement, si on réfléchit à tous les algorithmes et toutes les technologies de l'information qui nous entourent, ça a complètement changé le monde, hein. On parle vraiment de technologie de l'information, toute une industrie, c'est des milliers de milliards d'euros. Enfin, c'est vraiment une industrie énorme. Ça a changé complètement notre relation aux uns aux autres, à la loi, au gouvernement, aux entreprises. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'absolument énorme. Et c'est quelque chose qu'on découvre encore un peu, j'ai envie de dire, parce que ça va tellement vite. En plus, il y a plein de choses changeantes. Si on réfléchit, Internet a 50 ans maintenant, si je ne me trompe pas, le web a peut-être 30 ans, quelque chose 30 comme ans, ça. début des années 90. Ouais. Si on réfléchit aux réseaux sociaux, à Twitter, YouTube, tout ça, c'est 20 dernières années, voire moins. Même 10 ans. Même 10 ans, ouais. Et tout ça, donc ça a vraiment changé notre relation aux uns aux autres. Et quand on a un bouleversement comme ça, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des choses des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. C'est pour ça qu'il y a toutes les startups qui foisonnent dessus. Il y a du coup beaucoup d'opportunités également pour faire du bien. Donc on peut penser tout de suite à la santé, c'est souvent le premier exemple qui vient en tête, mais il y a aussi pas mal d'autres exemples qu'on essaie de donner dans le livre qui sont peut-être moins directs, mais qui peuvent être tout aussi intéressants, et je pense qu'on en reparlera. Mais il y a aussi potentiellement des risques qui vont arriver parce qu'on a quelque chose de nouveau, quelque chose qui change beaucoup l'état du monde. Et ce sont des outils qui sont déployés à une vitesse vraiment beaucoup plus rapide que ce qu'on connaissait avant. Si on pense à l'iPhone, par exemple, il est sorti en 2007, donc c'est pas si vieux que ça. Et du coup, on mesure peut-être sans doute pas encore toutes les conséquences de ça. Et la grande crainte, c'est que ça continue à s'accélérer, que la recherche continue à aller de plus en plus vite. Si on pense en particulier à l'intelligence artificielle, qui est le sujet du livre, au cours des 4-5 dernières années, disons depuis 2012, mais vraiment très récemment en particulier, il y a eu des progrès vraiment fantastiques, des trucs phénoménaux que très peu de gens avaient prédits. On va parler aussi des prédictions, de gens qui étaient trop confiants et puis à l'inverse, parfois on est pris de surprise. Et du coup, forcément, il y a beaucoup de risques. On ne sait pas trop ce que c'est encore. Nos sociétés ne sont pas encore prêtes pour ça. Et malheureusement, je pense qu'on est très en retard sur cette réflexion à avoir. C'est vrai que les applications se sont beaucoup accélérées. Alors, l'intelligence artificielle en tant que domaine scientifique, ça date des années 60, et même les premiers concepts, Alan Turing, et même encore avant, ça datait d'encore longtemps. Mais là, on est aussi passé par plusieurs phases de nouvelles applications, mais c'est vrai que ça fait quelques années qu'on a de plus en plus d'applications, que ça s'invite vraiment dans la vie de tout le monde, qu'on peut interagir avec de l'intelligence artificielle dans nos vies. Ouais. Notamment avec la première porte de la technologie, les smartphones. Ouais. Qu'est-ce qui fait du coup que l'intelligence artificielle, ce ne serait pas une nouvelle technologie comme une autre ? C'est-à-dire que ce n'est pas la première technologie qui a des risques. Pourquoi l'IA serait différente ?
Ouais, alors je pense qu'il y a un très beau raisonnement de Michel Serres qui est intéressant à étudier. C'est si on essaie de réfléchir à l'histoire des civilisations humaines, par exemple, peut-être le premier réflexe qu'on va avoir, c'est raisonner en ce qui est concret. Donc, par exemple, on va étudier les monuments, les industries, des choses très très dures. Ce que dit Michel Serres, c'est qu'on sous-estime sans doute l'importance de ce qu'il appelle le mou, ce qui serait plus le traitement de l'information, quelque chose de software, par exemple, typiquement dont on parle. Et si on réfléchit à l'importance de l'information, du traitement de l'information, du stockage de l'information, de l'émission de l'information au cours de l'humanité, on se rend compte qu'il y a quelques événements qui sont très 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 marquants. Donc l'invention du langage, l'invention de l'écriture. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte vraiment l'importance de l'écriture. C'est-à-dire qu'avant l'écriture, les choses étaient obligatoirement uniquement stockées dans la tête des gens. C'était très difficile de stocker l'information. Et si on y réfléchit, on a des mémoires très limitées. Donc, c'est très difficile, par exemple, pour moi, de me souvenir de ce que j'ai acheté il y a 1 an et 3 jours. Je ne sais même pas où j'étais, sans doute. Si j'étais à Hawaï, là, je m'en souviens. Mais c'est pas évident, quoi. Oui. Et en stockant cette information à l'extérieur de notre cerveau, donc, c'était souvent soit sur du papyrus ou soit sur des cailloux, des tablettes, des choses dans le genre. En fait, on avait un nouveau traitement de l'information qui a complètement révolutionné les relations des gens les uns avec les autres, le commerce en particulier. Maintenant, on était capable de faire des émissions de dette à long terme, ce qui était impensable avant. Et on était aussi capable d'encoder des lois et du coup de structurer nos sociétés. Donc vraiment, l'écriture est vraiment un moment très important dans l'histoire de l'humanité parce que c'était le premier moment où on a vraiment externalisé l'information dans une autre source d'information. Et ça va en changer beaucoup de choses. Et ensuite, si on continue l'histoire, on a l'imprimerie qui a joué un rôle très important parce que l'imprimerie, c'est un peu l'invention du copier-coller pas cher. Et copier-coller, ça change beaucoup de choses parce que ça permet de donner de l'accès à l'information à beaucoup plus de personnes. Récemment, avec les technologies de l'information de façon générale, on a encore une autre étape puisque là, on est en train d'automatiser le traitement de l'information. Donc, c'est pas juste le stockage d'information, même s'il y a encore des progrès fabuleux en termes de stockage d'informations. On est capable maintenant de stocker des quantités d'informations qui sont juste inimaginables. Mais maintenant, on est aussi capable de faire des traitements de l'information avant qui avait lieu forcément dans la tête des personnes, des individus. Maintenant, on le fait automatiquement par les machines. Et le truc, c'est que les machines sont capables de faire du traitement d'information à un rythme qui nous dépasse complètement. En cela, elles sont largement surhumaines. C'est-à-dire qu'elles sont capables de faire des milliards et des milliards d'opérations par seconde. Et ça donne des échelles complètement différentes. Ça permet une mise à l'échelle beaucoup plus importante, c'est-à-dire un nouveau produit peut être mis à l'échelle et utilisé par des milliards d'utilisateurs. Et maintenant, en plus, avec les technologies d'intelligence artificielle, avec des algorithmes qui sont capables d'apprendre des choses qu'on n'est même pas capable d'exprimer nous-mêmes, parce que c'est vraiment ça, en fait, l'apprentissage en particulier, c'est permettre à la machine de faire un truc qu'on n'arrive même pas à expliquer comment il faut faire pour y arriver. Donc, si on réfléchit à qu'est-ce qu'un chat, par exemple, je sais ce que c'est un chat, j'arrive à détecter ce qu'est un chat, mais je ne suis pas capable de décrire comment je fais pour savoir ce qu'est un chat. Maintenant, l'intelligence artificielle, le machine learning permet ça. Et du coup, ça ouvre des horizons absolument incroyables pour l'apprentissage et pour des algorithmes plus sophistiqués. Mais ça veut aussi dire que c'est aussi beaucoup plus difficile de contrôler ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces algorithmes. Pour reprendre la chronologie, on a d'abord l'écriture qui permet de fixer des connaissances qui sont jusque-là transmises juste par la culture, la communication ou l'information est à la rigueur stockée dans l'environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de stocker la position d'un buisson, le buisson il est là. Ensuite, il y a l'imprimerie qui permet de diffuser l'information sur de plus grandes distances, puis l'informatique qui permet d'automatiser cette information, parce que jusque-là, l'information est permanente, mais elle n'est traitée que par des cerveaux. Donc maintenant, il y a des méthodes mécaniques. Est-ce que l'intelligence artificielle serait la prochaine étape de ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste une continuation on crée des algorithmes, c'est-à-dire on crée des méthodes pour que les machines traitent l'information d'une façon particulière qui nous soit utile? Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est juste la continuation de ça? Ou est-ce qu'il y a une étape supplémentaire? C'est toujours un peu problématique de parler d'intelligence artificielle, surtout de vouloir définir l'intelligence artificielle parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas content. Oui. Je vais préférer ne pas le faire. Oui. Je ne vais pas trop entrer dans cette chose. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que les algorithmes d'aujourd'hui sont assez différents des algorithmes d'il y a 10 ans, notamment parce qu'on leur dit beaucoup moins ce qu'elles doivent faire.
Avant, on les prenait un peu par la main, on leur disait, bon, suis cette première ligne d'instruction, puis passe à la deuxième, puis à la troisième, puis c'est pas bon, repasse à la première. Enfin, on était vraiment didactique et du coup, on disait vraiment à la machine ce qu'elle devait faire. Maintenant, avec les algorithmes d'apprentissage, on contrôle beaucoup moins. On dit plus à la machine ce qu'elle doit faire. On lui donne davantage un objectif. On lui dit essaie d'atteindre tel objectif. Voilà, il y a ces données, essaie de les traiter pour qu'à la fin, tu arrives à atteindre tel objectif. Ça veut dire qu'on va beaucoup moins contrôler tout ce qui se passe dans la machine. Et comme elle fait des milliards de calculs, on ne peut pas vérifier les étapes une à une. Du coup, ça crée une relation très différente à l'algorithme. C'est beaucoup plus dur de faire confiance à cet algorithme. C'est pourtant aussi beaucoup plus tentant parce qu'elles sont capables de faire des prouesses parfois vraiment spectaculaires. Donc, on a envie de faire confiance à l'algorithme. Mais quand on le déploie, l'algorithme ensuite, surtout si on le déploie par exemple, dans des réseaux sociaux où il y a des milliards d'utilisateurs, où il y a un environnement extrêmement complexe, il va y avoir des interactions qu'on n'a pas imaginées, parce que c'est des milliards d'interactions. Et là, il risque d'avoir des choses qu'on n'a pas prévues. Donc, on parle d'effets secondaires dans le livre. Le fait qu'on connaisse moins les algorithmes et qu'en plus, ils évoluent dans des environnements plus complexes qu'avant, fait qu'il y a beaucoup plus de risques d'effets secondaires imprévus. Donc, un effet secondaire, c'est quoi? J'avais prévu que mon algorithme maximise quelque chose, par exemple le nombre de vues, par exemple, et ça paraît pas méchant. On a tendance un peu à diaboliser ça, mais a priori, ça paraît pas si méchant, a priori. Oui. Ça paraît bénin, et surtout en 2008, on m'aurait dit viens bosser avec nous. Ce qu'on fait, c'est des algorithmes qui montrent aux gens ce qu'ils veulent, et on mesure ça par le fait qu'ils cliquent dessus. Ça paraîtrait même bénéfique, c'est montrer aux gens ce qu'ils veulent. Mais le truc, c'est que cet objectif, quand il est maximisé par un algorithme, à très grande échelle, ça conduit à des effets secondaires qui peuvent être très indésirables, et on en mentionne beaucoup dans le livre. Alors, même à l'époque de la presse papier, on aurait pu dire au bout de quelques décennies que montrer aux gens ce qu'ils veulent, ça donne des contenus qui sont de plus en plus racoleurs ou vendeurs. Là, l'idée, c'est que en mettant, par exemple, pas des éditorialistes humains derrière, mais une machine qui est capable de prendre des décisions à une plus grande échelle, qu'on va amplifier ce phénomène et faire en sorte d'avoir un impact beaucoup plus grand. Tout le problème, c'est que on donne à la machine un espace, un environnement des solutions possibles à explorer, et on laisse à la machine le soin de trouver la meilleure, celle qui remplit le mieux l'objectif, parce qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes, parce qu'il y a trop de possibilités, parce que l'environnement est trop complexe. Et du coup, le risque, c'est de tomber sur des endroits à explorer, des solutions que finalement on dit « Ah, c'est pas bon ». Est-ce que c'est le risque? Malheureusement, il est presque inévitable, en tout cas si on n'y réfléchit pas beaucoup, parce que YouTube, c'est des milliards d'interactions, c'est des millions de vues par minute, c'est énormément d'interactions avec énormément d'utilisateurs. Et il est juste improbable que dans le tas, il n'y ait pas au moins un truc de temps en temps qui soit vraiment problématique. Donc, par exemple, je sais pas, une vidéo qui a été mal modérée, par exemple, une vidéo de pédophilie qui peut a été mal détectée par algorithme, a été recommandée à un enfant à un mauvais moment. Enfin, il y a des trucs assez horribles qui peuvent se passer comme ça sur YouTube. Ou alors des trucs, par exemple, des vidéos conspirationnistes, ou il y a pas mal de choses qu'on peut imaginer, des personnes qui sont déjà en dépression, qui voient des vidéos qui sont encore plus déprimantes. Tout ça, ça va arriver parce que c'est juste très compliqué, à moins qu'on fasse vraiment un effort énorme pour s'assurer que ces algorithmes font des recommandations qui soient vraiment robustement bénéfiques. Justement, le robustement a l'air très important, parce que si on reprend la question précédente sur les risques de la technologie, ce qui fait de l'intelligence artificielle quelque chose de différent, c'est qu'on prend des décisions à une échelle inégalée. Donc on a un intérêt, si on veut avoir un impact positif sur le monde, à faire en sorte que ces décisions soient les bonnes, que les décisions prises à la machine aient un impact positif. Du coup, on a un intérêt à rendre les IA bénéfiques. Mais pourquoi robustement bénéfiques? Pourquoi on ne peut pas juste venir corriger la machine? Parce que justement, on voit des vidéos, des mauvaises recommandations, on pourrait dire « Ah ben c'est pas grave, on va corriger l'IA ». Pourquoi il faut que ça soit robustement bénéfique? Donc le mot robuste, ça veut dire que ça reste bénéfique, même s'il y a plein de choses qu'on n'avait pas anticipées, qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'avait pas imaginées. Il faut que ça reste bénéfique, même dans ces cas.
Et en fait, robustement bénéfique, ça veut dire un peu bénéfique malgré notre ignorance, un peu malgré tout ce qu'on ne sait pas. Donc ça peut être de l'ignorance vis-à-vis de la complexité de l'environnement. Hein, peut-être qu'il va y avoir des phénomènes qu'on n'a pas anticipés là comme ça. Il faut que ça soit en fait robuste à ça. Ça peut être robuste face à des mauvais utilisateurs. Peut-être qu'il y a des utilisateurs qui sont juste là pour diffuser par exemple des messages de haine. Et on veut que l'algorithme soit robuste malgré ces utilisateurs qui vont être intelligents. Ils vont pas, s'ils veulent vraiment atteindre leur objectif, il faut imaginer qu'ils vont vraiment utiliser des techniques, des stratégies un peu sophistiquées. Et puis c'est aussi robustement par rapport à notre incertitude sur ce qu'on pense être bénéfique. Je pense qu'une des questions les plus difficiles dans cet ouvrage, c'est essayer de définir ce qu'est bénéfique. Enfin, c'est la philosophie morale, c'est un énorme champ de recherche, c'est très compliqué. Et il serait très problématique de penser qu'on a la bonne philosophie morale, parce que si on pense qu'on a un truc et qu'on se trompe légèrement, si un algorithme maximise à fond la mesure qu'on pensait être la bonne mais qui ne l'est pas, bah, en fait, il pourrait conduire vers des états du monde qui, en fait, après coup, on se dira: «Ah non, en fait, c'est pas ce que je voulais dire, quoi». Donc il faut que ça soit aussi robuste par rapport à ça. Et on part du principe qu'on n'aura pas le temps de passer tout le temps derrière le système d'intelligence artificielle ou par tous les systèmes. Il faut y réfléchir avant. Ouais, ouais, c'est ça, je pense que c'est un des aspects, très qui rend la tâche très difficile, mais aussi très, très intéressante du coup. Oui. C'est d'essayer d'anticiper les problèmes et de pas être, en réaction. Or malheureusement jusque-là, sur les technologies, notamment l'éthique des technologies, on a souvent été beaucoup plus dans la réaction. On a attendu le premier scandale, on a attendu Cambridge Analytica pour se dire: «Ah, il y a peut-être un problème de manipulation politique à grande échelle qui va se poser». Et même après Cambridge Analytica, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore eu assez de réflexion, sur tout ça. Et on verra quand vont se passer les élections présidentielles américaines de 2020. Mais l'une des grosses difficultés, c'est que si on est en réaction, bah, déjà les catastrophes vont arriver avant qu'on les répare. Donc ça serait bien de les empêcher avant. Mais il y a un autre truc, c'est que ça peut être beaucoup plus difficile en fait de corriger un truc après coup. Parfois le truc devient un spaghetti code là, comme on dit, enfin ça part dans tous les sens. Donc si on n'a pas une structure pour se dire: «Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre le truc bénéfique?» Après coup, bah, ça peut être très compliqué de démêler le spaghetti. Alors que si on y va, dès le début avec des principes, bien posés pour, régler les problèmes, éthiques et puis rester, on dit parfois, pour rester corrigible ensuite, ça c'est quelque chose, comme ça, ce sera beaucoup plus facile à, bah, corriger après, s'il y a quelque chose qui était mal et tout ça, il faut le penser en amont malheureusement. Et du coup, mieux vaut prévenir que guérir. Exactement, ouais. Et du coup, tu parlais de philosophie morale. Du coup, c'est pas juste un problème technique. Tu Non, mentionnais le fait qu'il faut qu'on sache quel genre de morale mettre dans la machine. ouais, Donc, ça a l'air de dépasser un peu la recherche en IA. ouais. Donc c'est une des très grandes difficultés, de rendre en gros les algorithmes bénéfiques, c'est que, c'est un chantier ultra, pluridisciplinaire. On peut dire, c'est cool parce que du coup ça force à apprendre plein de choses, donc Mmh. ça c'est un peu mon côté, ouais cool. Mais, c'est aussi problématique parce que, la recherche par exemple actuelle est pas organisée pour faire de la recherche pluridisciplinaire. Donc Mmh. il y a souvent ce réflexe de dire, par exemple, voilà, tel truc, c'est un problème de philosophie morale, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Mais bon, dès qu'on met du machine learning dessus, bah, enfin, les philosophes moraux disent: «Bon, bah, c'est plus un truc d'algorithmique, Ouais, tu vois, d'informaticien, quoi». Et après les informaticiens se disent, «Non, mais nous, on nous a pas dit de programmer un truc, on nous a dit, voilà, on nous a donné des spécifications, tout ce qu'on veut, c'est juste écrire ces spécifications». Parce qu'il y a aussi des questions de psychologie qui sont très liées, hein. Essayer de comprendre, par exemple, pourquoi est-ce qu'on veut ce qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on voudrait vouloir? Il y a une recherche en psychologie derrière tout ça. Voilà, les informaticiens parfois ne veulent pas se mouiller. Il y a aussi des questions de sociologie. Quand on déploie, YouTube à cette échelle, bah, il va y avoir des phénomènes sociologiques qui vont avoir lieu et bah, d'autres, enfin, peut-être des informaticiens ou des philosophes moraux vont se dire: «Bon, bah, c'est pas vraiment ce dont je parle» et tout ça. Donc il y a un peu un jeu de ping-pong et c'est un peu compliqué d'organiser la recherche autour de tout ça. Il y a quelques efforts, mais c'est une des grandes difficultés, de rendre des IA bénéfiques. ouais, et c'est un peu dangereux parce que chacun va essayer de résoudre son problème dans son coin. Il y a Mais aussi ça, ouais. ça va aboutir à des problèmes complètement structurels. Est-ce qu'un des risques, c'est qu'on puisse, résoudre des problèmes super bien, mais de façon locale pour un domaine précis et qu'on se retrouve à la fin dans une impasse? C'est Ouais, qu'on soit tellement, qu'on ait essayé de rattraper le coup à chaque fois, de dire qu'on va un peu plus un peu anticiper par ici, un peu anticiper par là, mais qu'on n'a pas pris assez de recul.
Ouais, ou que, en tout cas, ça soit un coup. C'est une des citations des livres, c'est de Dijkstra qui dit que, que progresser, c'est à la fois, c'est tout autant désapprendre que apprendre. C'est vrai que parfois, dans un domaine, on rentre tellement loin dans un truc et c'est difficile de revenir un peu en arrière. Pour prendre un exemple, dans le livre, donc il y a un chapitre qui s'appelle Philosophie morale calculable, où on essaie vraiment de pousser à cette interdisciplinarité, en intersection, en l'occurrence, entre l'informatique et la philosophie morale. Parce qu'il y a beaucoup de réflexions de philosophie morale qui sont fascinantes, qui sont très intéressantes, mais qui sont assez éloignées de la notion de calculabilité. Et parfois même, on parle de certains concepts qu'on pense être incalculables, malheureusement. Et le problème, c'est que du coup, on ne pourra pas l'appliquer ça pour l'éthique des algorithmes, en tout cas. Et du coup, si on veut rendre les algorithmes bénéfiques, il va falloir trouver une intersection. Et ce qu'on essaie de faire, du coup, c'est un peu rediriger à la fois les informaticiens vers des questions un peu plus philosophiques, mais aussi essayer de rediriger un peu les philosophes moraux vers des questions un peu plus algorithmiques. C'est un vaste chantier, en effet. Ouais. Alors du coup, voilà à peu près le problème. Il y a une partie de la communauté altruisme efficace qui s'intéresse justement à ce problème parce qu'il est jugé comme ayant un grand impact. C'est-à-dire que si l'IA est partout, bah, ça va impacter à peu près beaucoup de monde, qu'il est possible de faire des progrès dessus parce que les experts en IA sont beaucoup plus nombreux qu'avant et que, eh bien, les chercheurs, enfin, pour un projet multidisciplinaire, ben, ça, les gens qui peuvent s'intéresser au problème et qui peuvent avancer dessus ne vont pas manquer. Un troisième critère qui pourrait nous faire dire que c'est un problème sur lequel il faut urgemment travailler, c'est le fait qu'il soit négligé. C'est-à-dire, est-ce que quand même, nous ne sommes pas les premiers à faire ces réflexions? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui bossent déjà sur ce problème? Ouais. Ouais, donc le nombre d'articles sur les problèmes de sécurité en IA est malheureusement assez faible. Après, il y a toujours la question de qu'est-ce qu'on compte dans cette recherche. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour dire, mais il y a souvent une réflexion dans l'altruisme efficace qui est plus sur les problèmes à long terme de l'intelligence artificielle, notamment si on a un algorithme qui est capable de planification très surhumaine et de compréhension de l'état du monde très surhumain. Là, on sera vraiment dépassé et si elle ne veut pas ce qu'on veut, là, c'est vraiment, vraiment très, très dangereux. Nous allons en reparler. Il y a de ça dans l'ouvrage, hein, il y a un chapitre notamment dédié à ça, mais on s'écarte un petit peu de ça en disant que c'est la vision court-termiste est tout aussi préoccupante, ou enfin peut-être pas tout aussi, mais très préoccupante aussi. Mhm. Et avec à la fois des énormes risques, mais aussi des énormes opportunités. On essaie d'insister beaucoup sur ça. Par exemple, aujourd'hui, l'algorithme de YouTube, si on y réfléchit un peu, il a un pouvoir que peut-être aucune autre entité au monde a. Parce que le pouvoir aujourd'hui, c'est pas être capable de couper un arbre plus rapidement qu'un autre. Le pouvoir, c'est souvent être capable de changer beaucoup de choses avec peu d'efforts. Et Mhm. notamment, la manière dont quelqu'un comme un président des États-Unis le ferait, c'est pas en coupant un arbre, c'est en disant des choses, en émettant de l'information. Mhm. Donc vraiment, le pouvoir aujourd'hui, c'est très lié à l'information. Et dès aujourd'hui, l'algorithme de YouTube contrôle une énorme quantité d'informations, plus que n'importe quelle autre entité, hein. Pour donner quelques chiffres, YouTube, il y a plus de vues sur YouTube que de recherches sur Google. 70% des vues sur YouTube sont le résultat de recommandations de l'algorithme de YouTube. Par exemple, c'est 1 milliard d'heures de vues par jour sur YouTube pour 2 milliards d'utilisateurs. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Et du coup, si on change ce que recommande l'algorithme de YouTube, on est capable de changer ce que pensent des milliards de personnes. Mhm. Et pour beaucoup de problèmes liés à l'altruisme efficace, par exemple la santé mondiale, Mhm. par exemple la cause animale, Mhm. euh, par exemple le changement climatique et Oui, tout ça, en fait, oui. c'est beaucoup des problèmes d'information, c'est sensibiliser les gens. Je pense que finalement très peu Mm. de gens savent que avec des milliers d'euros, peut-être 7 000 euros, quelque chose comme ça, on peut sauver une vie en moyenne, quelque chose comme ça. En moyenne, à peu Euh, près. Ça, à ça a peu un peu près. baissé ces dernières années, mais oui. Ouais, je pense que très peu de gens en sont au courant, donc c'est quand même un message Mhm. important à communiquer. Je pense que très peu de gens font vraiment attention à bien réfléchir à tous ces problèmes, donc Oui. tout ce qui est esprit critique, Mhm. raisonnement, honnêteté intellectuelle, tout ça, Mhm. c'est des choses qui sont assez déficientes.
Et un algorithme YouTube qu'on modifie un petit peu pour promouvoir davantage ces messages, promouvoir des encouragements à réduire les consommations, c'est potentiellement des changements de comportement à très 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 grande échelle. Donc Ouais. dès aujourd'hui, pour énormément de causes, on pense que l'algorithme de YouTube devrait déjà être une préoccupation, y compris de ceux qui n'ont pas des craintes long-termistes. Une des autres manières de percevoir le changement dans le monde à partir de l'énergie, Ouais, c'est-à-dire que l'énergie circule dans le monde et c'est l'énergie qui permet de transformer le monde, mais cette énergie est bien appliquée par aujourd'hui juste des humains et ouais, que en changeant les décisions de ces humains, on peut changer la façon dont cette énergie est appliquée et la façon dont on transforme le monde. C'est déjà un enjeu majeur et on va revenir sur les notions de plus long terme. C'est-à-dire, justement, tu l'as dit que dans l'ouvrage, il y avait à la fois des considérations court-termistes, dans le sens où c'est l'extension de technologies qui existent aujourd'hui, et des considérations long terme qui ont plus attrait à la nature de ce que peut faire une intelligence artificielle, du genre de décision qu'une machine peut prendre si on commence à lui donner des responsabilités et qu'on lui demande d'explorer très vite et de façon très puissante un panel de possibilités. mm. J'ai pas bien saisi encore dans le livre, malgré ma lecture, s'il y avait une véritable différence de traitement entre les problèmes d'aujourd'hui et les problèmes qui peuvent arriver avec des systèmes d'intelligence artificielle de niveau humain. Ouais, Parce que ma question vient du fait que dans la perception habituelle, on a tendance à séparer énormément les deux, ouais, à dire il y a l'IA d'aujourd'hui et l'IA peut-être de la science-fiction. ouais. On reviendra sur la perception du problème, mais déjà, est-ce que dans le livre, il y a une distinction nette? Alors dans le livre, non, il y a pas, enfin, il y a un peu un chapitre sur une IA de niveau humain. Même dans ce chapitre et en tout cas dans pas mal de réflexions qu'on a avec Midi, c'est que déjà, on pense que la solution pour rendre n'importe quel algorithme d'apprentissage robustement bénéfique, Mmh. d'une certaine manière, notre seul levier d'action qui reste, vu que en gros on laisse faire l'algorithme pour apprendre tout ce qu'il y a, le seul levier qui reste, c'est sa fonction objectif. Jouer sur cette fonction objectif et faire en sorte qu'elle soit bien choisie, ce sera critique Mmh. quels que soient les algorithmes d'aujourd'hui ou de demain. Et donc l'alignement est de toute façon indispensable. Et c'était un petit peu une volonté de notre part de dire que finalement, si on s'intéresse aux résolutions, à la solution de ces problèmes, Mmh. bah, c'est pas si différent entre les algorithmes d'aujourd'hui et les algorithmes de demain. Et on sait très bien qu'il y a des gens qui s'en foutent du futur, j'exagère un petit peu, mais du très long terme, on va dire. Et il y a des gens qui, à l'inverse, s'en foutent un peu du court terme. Mmh. J'exagère un petit On peu. va Mais on va dire que le discounting rate, le taux de d'escompte. l'utilité baisse très fortement à un horizon de quelques décennies. Et le truc, c'est qu'on voulait convaincre tout le monde de travailler sur l'alignement des algorithmes. Mmh. Il y a une stratégie de communication Mmh. c'est de notre part, de vouloir toucher tout le monde, quoi, de un peu convaincre n'importe qui que s'il veut faire du bien aujourd'hui, quelle que soit sa préoccupation, c'est le problème de l'alignement qu'il doit résoudre. C'est justement un truc qui un peu saute aux yeux parce qu'à la fin du chapitre, il y a au moins un ou 2 paragraphes de questions. Donc Ouais, ça provoque le lecteur à réfléchir au problème. Et justement, en termes de stratégie de communication, donc on va revenir dessus. Donc la question fera peut-être plus de sens à une deuxième écoute, peut-être. Si le problème de l'alignement, le problème de l'intelligence artificielle robustement bénéfique est un problème à long terme, c'est pas un problème très, très attirant, qui apporte des résultats là, paf, tout de suite. J'apprécie l'effort pour inciter les gens à y réfléchir dès maintenant. ouais. Mais est-ce que du coup ça se limite au lecteur ou est-ce que ça va venir du bas? Ou est-ce qu'il faut mobiliser d'autres types d'acteurs, des organisations, des gouvernements? Et comment faire? Ouais, C'est une vaste question, mais comment faire? Mehdi et moi, on pense tous les 2 que, c'est un problème enfin, l'alignement est un problème extrêmement difficile, hein. Il faudra faut qu'on insiste Mmh. énormément sur la difficulté du problème, mais on pense vraiment, enfin, moi, je pense que vraiment c'est un truc extrêmement, extrêmement difficile
Et un peu une conséquence malheureuse de ça, c'est que je pense que Google n'y arrivera pas tout seul. Parce qu'il n'y a pas assez de compétences à Google. Bon, il manque aussi sans doute de la motivation, mais même en termes de compétences, je pense que ça ne suffit pas. Et il faut vraiment que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens s'y mettent pour avoir une chance d'y arriver, surtout robustement. Donc, c'était un peu notre volonté, c'est d'inclure un maximum de gens. Alors, du coup, pour la citation de Google, Google, par sa branche DeepMind, donc au sein de DeepMind, et même dans le credo de DeepMind, il y a une vocation à la sûreté. C'est-à-dire qu'il y a des gens chez Google DeepMind qui bossent expressément sur la sûreté de l'IA et les IA robustement bénéfiques. On peut en citer quelques autres. Il y a aussi OpenAI, qui maintenant est devenu un cap for profit. Alors, il y a Microsoft qui a mis 1 milliard, je crois, dans. Oui, pour qu'ils puissent utiliser leur cloud. Et ils ont créé leur structure de société exprès. Ouais, juste pour ça. Sinon, il y a des instituts plus de recherche qui s'intéressent à cette question. Par exemple, le Future of Humanity Institute à Oxford, le MIRI, le Machine Intelligence Research Institute à Berkeley, et sinon il y a un autre groupe de recherche à Berkeley, le CHAI, donc le Human Compatible Center for Human Compatible AI. C'est ça. Et puis, on espère être un peu sur les cartes maintenant, mais à Lausanne aussi, on essaie de faire pas mal de choses aussi dans cette direction. D'après ma mémoire, ça représente, à tout casser, quelques dizaines de personnes en tout. Maintenant, on est peut-être à 50. Non, mais c'est pas énorme en tout cas. C'est pas énorme. Parce qu'il y a aussi d'autres travaux qui sont vraiment fantastiques, de gens qui sont pas dans ces communautés. Donc, je pense notamment à un professeur qui s'appelle Ariel Procaccia, qui est maintenant professeur à Harvard et qui était professeur à Carnegie Mellon University pendant longtemps, et qui a fait des travaux vraiment fantastiques, je trouve, sur comment est-ce qu'on peut faire voter un petit peu des utilisateurs pour savoir quelle morale utiliser, donc, par exemple dans les voitures autonomes, mais aussi il y a une application assez amusante qui est sortie assez récemment sur donc une ONG qui cherche à redistribuer des dons de nourriture à différentes personnes qui en ont besoin. Mais souvent, il n'y en a pas assez. Enfin, en tout cas, il peut arriver qu'il n'y ait pas assez de nourriture à redistribuer. Du coup, il y a des gens qu'on ne va pas servir. Et du coup, il y a une énorme problématique, c'est à qui on ne donne pas. L'idée, c'est que les participants de l'ONG, mais aussi les récepteurs des dons et tout ça, vont voter pour savoir quelles doivent être les règles, en gros, éthiques de l'algorithme pour redistribuer, pour choisir à qui redistribuer la nourriture. Donc c'est un truc qui s'appelle We Build AI. Donc ils ont développé tout un truc. Et le vote est assez intéressant parce que en fait, on peut pas voter directement parce que ça arrive tous les jours, donc il faudrait que les gens votent tous les jours. Et tous les jours, c'est un nouveau cas, donc on ne peut pas réutiliser les votes de la veille. Donc c'est un peu compliqué. Donc au lieu de voter sur des cas particuliers, ce qui est demandé aux gens, c'est d'essayer d'exprimer des préférences pour des cas un peu abstraits, un peu fictifs. Et à partir de cela, il y a un algorithme qui va essayer d'apprendre les préférences de chaque utilisateur. C'est comme si chaque utilisateur avait un représentant. En démocratie représentative, au lieu de voter nous-mêmes au Sénat, on a des représentants pour voter pour nous. Mais là, le représentant n'est pas un humain, c'est un algorithme. Et la grande difficulté, c'est comment est-ce qu'on peut faire confiance à notre algorithme représentant. Comment faire en sorte que le représentant soit aligné avec les préférences de l'humain qu'il est censé représenter. Exactement. Donc là, c'est des cas suffisamment simples où en fait, on peut demander à l'humain on peut présenter des cas. En fait, on peut demander aussi à l'humain de générer ses propres cas, ses propres dilemmes. Et puis, il va regarder ce que dit l'algorithme. Et si il est d'accord à chaque fois avec l'algorithme, il va gagner confiance dans le fait que l'algorithme est suffisamment aligné avec ses préférences. C'est d'ailleurs une des méthodes, une des avenues de recherche en sûreté de l'IA, le Inverse Reinforcement Learning, qui a pour but de déduire justement les préférences, l'objectif des humains à partir de l'observation des humains. Tu mentionnais tout à l'heure le fait que le plus important, c'est de trouver la bonne fonction objectif. Mais est-ce qu'elle a à être constante ?
Est-ce qu'il en existe une pour tout le monde? Est-ce que chacun en a une? Est-ce qu'elle Ouais. va pas changer avec le temps? Parce que Ouais. moi, je ne veux pas la même chose que moi d'il y a 10 ans. Ouais. Et que c'est peut-être plus facile d'avoir une machine qui nous observe constamment et qui essaie Alors, de déterminer ce qu'on veut? tout cas, le principe de base, inverse reinforcement learning, c'est qu'on observe quelqu'un, faire des actions et on se dit: Mmh. «OK, il cherchait à maximiser quelque chose» et on suppose souvent que ces actions qu'il a entreprises sont optimales pour Mmh. ce qu'il cherchait à maximiser et on va du coup deviner qu'est-ce qu'il devait maximiser pour qu'il fasse vraiment ce qu'il a fait, quoi. Mmh. Et ça a un problème, c'est que, enfin l'humain a plein de biais cognitifs et on nous arrive de Mmh. faire des choses, enfin, typiquement parce qu'on est en mode zombie, voilà, on fait ça tout le temps, mais ça maximise pas vraiment ce qu'on voudrait maximiser. Donc, enfin, l'exemple classique, c'est Mmh. lorsque YouTube, l'exemple que je donne tout le temps, c'est quand Voilà. YouTube me propose une vidéo de foot, je clique dessus. Du coup, YouTube se dit: «Ah tiens, Lé adore le foot» Bien et sûr. en un sens, oui, il est vrai, mais c'est pas vraiment ce que j'aimerais que le YouTube, C'est ça. maximise pour moi, quoi. C'est Donc c'est un peu la différence entre ce qu'on appelle la volition dans le livre et les préférences. c'est ça. Et donc il y a un risque que, inverse reinforcement learning seul apprenne davantage nos préférences que nos volitions. C'est ça. Donc là, avec l'exemple, que j'ai donné des donations, de nourriture, Oui. heu, comme les gens, on les a mis dans un contexte où on leur a où enfin, ils sont conscients qu'il y a un dilemme éthique, Mmh. on peut imaginer que c'est pas les mêmes parties du cerveau qui travaillent, que c'est, qu'ils sont beaucoup plus en mode réflexif. Si on te propose, un choix dans ce genre, c'est pas la même, réactivité que tu vas avoir que Ouais, quand YouTube te propose une vidéo. c'est ça. Le choix que tu fais en cliquant sur la vidéo est presque, «Ah, ça brille, je clique». Ouais, c'est ça. Alors que là, c'est pas approprié. Ouais, c'est ça. Bah, lorsque je clique sur une vidéo, c'est même, heu, je suis un peu triste de l'avouer, mais parfois c'est inconscient, quoi. Je cliquais dessus et je me rends compte après que j'ai cliqué dessus, quoi. Et du coup, on peut se dire que c'est pas vraiment ce que je voudrais maximiser, quoi. Ça Mmh. correspond pas vraiment, et donc là, c'est assez intéressant avec cette étude, du coup, parce que, on a quelque chose de peut-être plus proche d'une volition, quoi, de quelque chose qu'on voudrait vouloir plutôt que ce qu'on veut Mmh. sur le moment. Et moi, je pense que, plus on avance, plus il va falloir un peu combiner les 2 parce que comme tu l'as dit, l'avantage, de inverse reinforcement learning, c'est qu'on peut avoir un algorithme qui nous regarde, au quotidien, du coup qui récolte, régulièrement pas mal de données sur nous. Ce qui va faire peur pour d'autres raisons, mais Oui. bon, on va pas trop rentrer de ce mais voilà, ça va lui permettre de mieux nous comprendre et du coup d'être un meilleur représentant algorithmique, de notre personne. Mais à condition que, en ce faisant, il fasse la distinction, il arrive à faire cette distinction entre ce un peu nos addictions, quoi, nos préférences du moment et ce qu'on voudrait vouloir et du coup, l'autre partie de la recherche là, c'est celle qui correspond plus à ce qu'on appelle de l'élicitation de préférences. Donc on va Mmh. éliciter, on va aller chercher les préférences des gens. Ça correspondra peut-être plus à de la volition. Du coup, en combinant tout ça, on peut peut-être réussir à avoir des algorithmes qui font un espèce d'une variante de inverse reinforcement learning, mais qui apprennent davantage nos volitions. Donc ça, c'est un peu des idées sur lesquelles on est un petit peu en train de réfléchir, en ce moment à Lausanne, avec d'autres gens et bon, on espère qu'on pourra faire avancer la réflexion, sur tout ça. En tout cas, je pense que c'est vraiment des idées de recherche absolument fascinantes. C'est effectivement fascinant. Je vais reprendre, la discussion sur le long terme. On avait parlé du problème de l'alignement comme quelque chose d'important et aujourd'hui, quand on demande aux experts en intelligence artificielle, il y a à peu près un consensus pour dire que c'est un problème qui existe, que la question mérite d'être posée, qu'effectivement, c'est pas si simple. Mais là où les experts sont le plus généralement en désaccord, c'est sur l'urgence du problème. Ouais, Et les calculs qu'on fait à long terme, en altruisme efficace, notamment, lorsqu'on essaie d'anticiper des problèmes qui arriveront avec, une probabilité, significative, c'est-à-dire il y a une chance sur, 10 par exemple que, dans les 50 prochaines années, il y ait un séisme de magnitude supérieure à 7 à tel endroit. ouais, Et donc, par conséquent, on va, prendre des normes sismiques. C'est pas parce qu'on est certain qu'il va y avoir un séisme là l'année prochaine, mais qu'on se dit qu'il y a suffisamment de chances pour que ça arrive, pour qu'on puisse, prendre. Donc la temporalité de la chose, fait beaucoup pour calculer l'impact ouais, d'une intervention. Donc si on veut avoir un impact positif
et bosser sur le problème de l'alignement des IA. On peut reconnaître que c'est un problème, mais si par exemple un expert me dit ah, ça a 50% de chances d'arriver dans les 3 prochaines décennies, c'est pas la même chose que si j'entends que ça arrivera probablement dans 2 ou 3 siècles. Ouais. Comment on peut travailler sur l'IA robustement bénéfique sans se faire traiter d'alarmiste? Question très difficile. Euh, euh, alors, personnellement, j'évite de le dire. Oui, voilà. J'essaie d'esquiver souvent la question et c'est m'est arrivé quand même de suggérer le problème, mais c'est vrai que c'est assez inconfortable parce que la vision catastrophiste est souvent en plus mêlée avec je sais pas, les Mayas ou je sais pas trop quoi, avec d'autres trucs catastrophistes qui sont beaucoup moins sérieux. Les messagers de l'apocalypse, de l'intelligence artificielle qui C'est va nous dominer le monde. Il y a un peu donc ce qu'on appelle le biais de respectabilité. L'idée, c'est que il y a une stature que la plupart des gens et que la plupart des scientifiques considèrent respectable. Et aujourd'hui, la respectabilité, c'est pas la prudence, bizarrement. C'est pas la sécurité. Ce qui est plus respectable aujourd'hui, c'est de dire que l'intelligence artificielle, de parler de l'intelligence artificielle telle qu'elle est aujourd'hui, de Mhm. absolument pas se projeter vers l'avenir. C'est quasiment bien vu quand quelqu'un dit: «Je ne veux pas parler du futur». Mhm. Alors que pris tant que ça, Oui, c'est oui, oui, c'est complètement absurde, mais c'est très bizarre. c'est très, très bizarre. Et Mais c'est pourtant, l'état actuel. C'est-à-dire que les gens pensent que parler du futur d'intelligence artificielle, c'est quelque chose de pas respectable. ouais, Ce qui c'est est complètement on marche un peu sur la tête, hein, quand on dit ça, mais tant, c'est comme ça. tant qu'on reste sur les problèmes théoriques, ça passe. Ouais, Mais pour donner une date publiquement, hein, ouais, ça commence à devenir un peu, c'est tendu. ouais, Je prends un exemple avant que j'oublie. Il y a un livre qui était paru, fin 2018, début 2019, de Martin Ford, une collection d'interviews, donc c'était Architects of Intelligence, qui n'a pas été traduit en français, il me semble, où il y avait du coup une vingtaine d'experts en IA et il posait à tous la même question, c'est, quand est-ce que vous pensez qu'on aura, une IA de niveau humain? En gardant les réponses anonymes, sur demande des auteurs. Il y en a ouais. que 2 sur 20 qui ont accepté de donner leur nom. C'était ceux qui avaient la plus proche et la plus lointaine. Coïncidence? Je ne pense pas, mais ça s'étalait entre 2030 et 2200 et les réponses se répartissaient, on va pas dire que c'était, complètement, équitablement, mais, la moyenne, c'était environ à 2080-2090. Mais c'est très, 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 très dur de parler de ce genre de choses et pourtant, Ouais. comment on va calculer cet impact? Ouais. Pour le coup, je peux faire mon mea culpa. Il y a quelques semaines, j'étais dans une conférence où je donnais une conférence, après une table ronde et il y avait une des questions, c'est, quand est-ce qu'il y aura l'IA forte? Et Ah, donc il y a un qui a dit, «Je ne m'aventure pas à faire des prédictions» naturellement. et juste après, bah, moi j'ai dit à peu près la même chose, et j'ai un peu changé de sujet, quoi. Mmh. Et je m'en veux vraiment parce que c'est renforcé ce que j'aurais dû dire, ce que je vais Alors, dire du coup dans ce podcast. allons-y. Heu, En tout cas, ce que je pense que j'aurais dû dire et ce que je pense adéquat de dire, c'est que, il faut être extrêmement incertain vis-à-vis du futur parce que c'est très Mmh. difficile de faire des prédictions. Donc ça Oui, tout on est d'accord. en général, oui. Mais quand on est incertain, ça veut dire qu'il y a des cas extrêmes qui peuvent arriver Mmh. et en particulier si on réfléchit à l'éthique et à la sécurité, c'est important d'envisager les pires cas. Même s'il y a une probabilité 1 qu'il y ait une IA de niveau humain en 2025, Mmh. en fait, ça devrait être terrifiant. Et ce, même s'il y a une incertitude sur le niveau de 1%. C'est ça. Alors je suis très incertain, enfin j'ai pas mal d'incertitudes sur le 1 mais en fait, le fait d'être incertain sur le 1 fait qu'il y a vraiment cette incertitude. Si j'étais sûr que la probabilité était inférieure à 1 Ouais. je dirais quelque chose avec beaucoup, beaucoup de confiance, en fait. Je suis en train de Mmh. dire qu'il y a plus de 99 de chances qu'il n'y ait pas d'IA de niveau humain C'est ça, en 2025. c'est ça. Et donc dans le livre, en l'occurrence, on présente pas mal d'arguments qui, vont plutôt dans ce sens, qui vont enfin et on a vraiment j'ai vraiment creusé pas mal la littérature. J'ai essayé de regarder beaucoup les arguments à gauche, à droite, Mmh. essayer de voir les sondages, anonymes, parce qu'anonyme, c'est comme à cause du biais de respectabilité, c'est important que ça soit anonyme. Mmh. Hem
Et ce qui ressort de l'analyse, on a aussi des arguments qui sont plus en termes de puissance de calcul, avec différentes métriques qu'on peut utiliser pour mesurer les puissances de calcul. Et ce qui ressort de cette analyse, c'est que écarter complètement la possibilité d'IA de niveau humain en 2025 paraît très difficilement tenable. Et dans le livre, on conclut qu'il y a sans doute au moins 1%. Et en fait, si vous suivez vraiment les arguments du livre, ça suggère bien plus qu'1%, mais bon, on va énerver personne, on va juste dire plus que 1%. Et en fait, ça suffit déjà à être assez préoccupé, on va dire, pour pas dire terrifié, par le futur des IA. Et ça, je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire qu'il y a eu un jour, c'était en juin 2018, où j'ai fait un peu le calcul dans ma tête, enfant, parce que j'en entendais parler depuis longtemps. Et je me suis vraiment posé la question, et je me suis dit, en fait, c'est terrifiant. C'était pas cool. Non, mais c'est un problème assez général dans les problématiques long terme, qui n'est pas partagé par toutes les problématiques long terme dans l'altruisme efficace. Donc, je vais en citer quelques-unes. Il y a typiquement donc les risques liés à l'intelligence artificielle, les risques de pandémie accrus par l'utilisation des biotechnologies, la sûreté nucléaire, parce qu'il existe encore des puissances nucléaires dans le monde et que ça peut faire des dégâts. J'avais mentionné les tremblements de terre, où on peut mentionner aussi les astéroïdes, où on a des modèles. On peut estimer la probabilité que tel événement ait telle chance de se produire dans le futur. Et c'est là que j'ai mentionné la loi de Bayes, c'est-à-dire que on pense que telle hypothèse, c'est-à-dire que tel événement va se produire avec telle probabilité dans le futur, on a des observations et on peut mettre à jour ces observations pour avoir la probabilité la plus précise possible. Ouais. Et du coup, ça s'applique très bien à des trucs récurrents, parce que c'est pas le premier astéroïde qui tombe sur Terre, donc on peut mettre à jour les probabilités pour savoir à peu près quand ça va se passer. La question, c'est comment on fait si c'est littéralement la première fois qu'un danger va survenir. C'est valable pour l'intelligence artificielle, mais c'est valable pour n'importe quelle nouvelle technologie, parce que par définition, si elle est nouvelle, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'observation. Donc, comment on fait pour se mettre à jour? C'est extrêmement difficile. Donc, l'approche qu'on a présentée dans le livre, déjà, on a commencé avec l'avis des experts pour avoir un premier jet, on va dire. Et il se trouve qu'il y a un sondage qui a été fait en 2015-2016 chez les experts. Donc, il y a pas mal de choses à dire sur le sondage. Il n'est déjà pas très fiable pour différentes raisons, mais en plus parce qu'il y a beaucoup de divergences entre les experts. Mais on peut prendre quand même une combinaison des avis des experts, ça donne une première idée. Et en fait, cette combinaison des avis des experts est assez préoccupante, puisque si on regarde, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est des prédictions probabilistes qu'ont fait les experts. Mais donc si on regarde ça, on se rend compte que je crois que c'était la moitié des experts donnent au moins 10% de probabilité à une IA de niveau humain en 2025. 10% d'après un expert sur deux. C'est très, très optimiste. C'est très agressif comme. C'est très agressif, ouais, ça. Alors on peut se dire les experts, on peut pas leur faire confiance. Voilà. Il y a plein d'exemples du passé où on voit, par exemple, Marvin Minsky est toujours cité parce que lui était particulièrement, on va dire, à côté de la plaque, malheureusement. Et du coup, donc ça nous force à rajouter de l'incertitude. Mais en fait, pas juste de l'incertitude dans un seul sens, parce qu'on pourrait se dire, bon, en fait, ils sont trop optimistes, les experts. Mais en fait, si on regarde vraiment les exemples de prédiction, on se rend compte qu'il y a aussi plein de gens qui disaient que AlphaGo, ça ne serait pas résolu avant 12 ans, quasiment la veille, enfin quelques mois avant que c'était vraiment où ils ont battu Lycidol. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a l'incertitude des deux côtés. Et quand on a l'incertitude des deux côtés qui se rajoute, tu peux imaginer une distribution normale pour ceux qui voient ce que c'est. Donc, on a une courbe là qui avec pas mal de trucs au milieu. Une courbe en cloche. Ouais. Si on ajoute de l'incertitude, si on augmente la variance, ça revient à écraser la cloche qui du coup a plus de valeur sur les extrêmes. Oui, ça s'étale et on va avoir une probabilité relativement égale que ça se fasse, que l'événement se produise dans 20 ans, qu'il se produise dans 200 ans. Ouais. Bon, c'est pas très clair que ça fasse exactement ça, parce que bon, c'est pas trop, peut-être qu'on l'écrase un peu de biais. Mais bon. Mais a priori, ça va plutôt augmenter les cas extrêmes. Ok. Et ça, d'un point de vue de sécurité, c'est pas bon. Les cas extrêmes, c'est pas bon. Et puis ensuite, donc ça, c'est un petit peu les arguments à partir des experts.
Ensuite, on peut avoir juste des arguments en termes de puissance de calcul. Notamment, il y a un très bel argument de Turing qui compare la complexité du cerveau humain l'article de Turing de 1950, et je l'ai relu en plus récemment, il est vraiment visionnaire, il est vraiment, vraiment génial, je recommande vivement. Et donc, il y avait un peu cet argument que pour passer le test de Turing, qui est un peu souvent considéré comme une IA de niveau humain, pour passer le test de Turing. Très contesté, très contesté. Mais allons-y. On va y avec ça. Disons, pour passer le test de Turing, en tout cas, il imaginait, lui, qu'il fallait que la quantité d'informations dans l'intelligence artificielle soit comparable à la quantité d'informations dans le cerveau humain. Je disais peut-être pas tout, parce qu'il y a sans doute pas mal de parties du cerveau humain qui ne servent pas à parler. Et du coup, peut-être une partie du cerveau humain qui ne sert à rien. Alors, Turing, lui, il avait des estimations un peu à la baisse. Il ne connaissait pas le nombre de synapses dans le cerveau humain. Donc, il pensait que c'était entre 10 puissance 11 et 10 puissance 15. Et du coup, lui, il s'est contenté de 10 puissance 9. On disait, bon, une IA de niveau humain doit sans doute à peu près avoir 10 puissance 9 quantité d'informations, bits d'informations dans sa tête. Donc, aujourd'hui, comme on sait qu'il y a plus que quelque chose comme 10 puissance 15 bits, 10 puissance 14 bits d'informations, de synapses dans le cerveau humain. Donc, on serait plus à imaginer qu'il faut des téraoctets, quelque chose comme ça. Donc, une IA doit avoir une taille mémoire de téraoctets. Et ça, en fait, on s'en rapproche. Un téraoctet, à l'époque de Turing, c'était inimaginable. Il faut vraiment être Turing pour imaginer ça. Or, aujourd'hui, un téraoctet, c'est pas tant que ça. Mon ordi fait un téraoctet. Et des réseaux de neurones avec un téraoctet de mémoire, c'est-à-dire en gros 1000 milliards de paramètres. On n'y est pas encore, mais ça se rapproche. Téraoctet, c'est encore, ça va être encore beaucoup plus, parce que parmi les derniers réseaux de neurones, il y en a qui passent allègrement les 10 milliards de paramètres. On n'en est pas encore à des millions de milliards. Justement, cet argument de la complexité du cerveau humain, c'est le même argument qui est utilisé notamment par Ray Kurzweil, qui dit on va continuer la tendance exponentielle de progression, de miniaturisation des transistors, d'efficacité énergétique, tout ça, pour dire on peut dire qu'à peu près on arrivera à une IA de niveau humain au moment où on aura, donc ça tombe fin de la décennie là, parce qu'on est en 2020 maintenant, que fin de la décennie on aura suffisamment de puissance de calcul pour atteindre l'équivalent d'un cerveau humain. Il y a plein d'arguments contre aussi. Et c'est de dire, mais non, c'est pas la puissance de calcul qui fait l'humain, c'est l'organisation, c'est les algorithmes à l'intérieur, c'est les méthodes de calcul. Je trouve que c'est des arguments qui font plus en faveur des algorithmes pour le coup, parce que le cerveau humain n'a pas l'air d'avoir été conçu pour résoudre des tâches, alors que les algorithmes, on les optimise vraiment. Il y a moyen d'optimiser plus sans doute avec des algorithmes qu'avec le cerveau humain. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a peut-être pas besoin de toute la complexité du cerveau humain pour avoir une compréhension du monde de niveau surhumain, on va dire comme ça, et une capacité de planification surhumaine. Je pense que c'est vraiment les trucs clés, parce que souvent, quand on parle d'intelligence, c'est lié à pas mal de choses, et c'est toujours aussi compliqué l'intelligence, parce que chacun a sa définition et tout ça. Mais si on raisonne en termes de sécurité, en fait, des algorithmes qui seraient capables de mieux comprendre le monde que tous les humains, et qui seraient capables de mieux planifier des stratégies que n'importe quel humain, ça devrait être déjà ultra préoccupant. C'est ça. Alors oui, justement, parce qu'on n'a pas détaillé finalement jusqu'ici pourquoi une IA de niveau humain serait encore plus préoccupante que les IA actuelles, l'IA de YouTube qui est peut-être surhumaine en suggestion de vidéos, mais qui est pas de niveau humain au sens peut réaliser toutes les tâches dont qu'on peut s'attendre à demander à un humain. Pourquoi une IA de niveau humain serait vraiment plus problématique qu'une IA spécialisée comme on en trouve aujourd'hui? Je pense qu'il y a juste besoin qu'elle soit très, très, très bonne dans ses algorithmes de planification et de maximisation. Si elle fait ça, donc elle risque de complètement changer le monde avec ses différentes optimisations. Et petit à petit, une des grandes inquiétudes, c'est que au bout d'un moment, elle soit capable d'avoir des planifications qui font intervenir des étapes intermédiaires.
Je pense que en un sens, ça existe déjà. AlphaGo, quand il cherche à jouer, il cherche à avoir des étapes, des coups intermédiaires pour essayer de conquérir certains territoires. Donc c'est plus sans doute nous qui interprétons ça comme ça. Mais finalement, est-ce qu'on fait pas finalement la même chose quand on regarde quelqu'un jouer au football et il essaie de dribbler l'autre? Peut-être que le joueur, il est juste d'un point de vue instinctif et on lui attribue des étapes intermédiaires. C'est une compétence généralement utile de savoir dribbler quand on veut jouer au foot. Si les algorithmes commencent à avoir ce genre de raisonnement par étape, va se dire: «Je vais d'abord atteindre ça, je vais d'abord atteindre ça» et moi personnellement, j'ai l'impression que il suffit juste qu'ils fassent l'apprentissage par renforcement tel qu'elles font aussi aujourd'hui avec du feedback à long terme et bon, peut-être que j'en parlerai après, mais il y a eu une présentation notamment d'un chercheur de Google à ce sujet récemment à l'EPFL qui m'a fait un peu peur à ce sujet. Mais voilà, donc ça, ils sont capables de faire de la planification à long terme. On peut se poser la question de quels sont les objectifs intermédiaires qu'elles vont se fixer. L'exemple de YouTube. YouTube a déjà cette espèce de stratégie avec des étapes intermédiaires. Donc l'objectif de YouTube, c'est pas très clair ce que c'est exactement, mais clairement il y a une partie de maximiser le temps de vue ou le nombre de clics derrière l'algorithme. Et pour y arriver, en fait, il y a un truc auquel on penserait naturellement nous autres humains, c'est de créer de l'addiction chez les utilisateurs. Du coup, de recommander des vidéos, non pas parce que l'utilisateur a plus de chances de cliquer là tout de suite sur cette vidéo, mais parce que si l'utilisateur a le malheur de cliquer sur cette vidéo, la probabilité qu'il reste sur YouTube augmente tout à coup parce que ça commence une chaîne de vidéos, peut-être par exemple des sujets conspirationnistes qui sont très addictifs, des vidéos énervantes qui sont aussi très, très addictives. Donc déjà, on a une espèce d'objectif qu'on appelle instrumental qui apparaît déjà chez l'algorithme de YouTube. Et maintenant, si les algorithmes sont capables de planification stratégique à plus long terme, on peut imaginer qu'elles vont développer des objectifs instrumentaux de plus en plus sophistiqués et probablement, si elles veulent vraiment atteindre son objectif, l'acquisition de ressources, par exemple, de ressources par exemple financières, en termes d'attention par exemple, en termes de puissance de calcul peut-être aussi, va devenir petit à petit quelque chose qu'ils vont sans doute finir par adopter, tout comme je finirais par adopter ces objectifs si j'étais à la place de ces algorithmes. Ces objectifs instrumentaux auxquels on penserait naturellement, en fait, il y en a qui sont extrêmement préoccupants. Par exemple, il y a un des objectifs instrumentaux, c'est l'élimination des menaces. Une des meilleures façons de s'assurer que tout va bien se passer pour le futur, c'est d'enlever les menaces. Oui. Et le truc, c'est qu'une des menaces potentielles à l'objectif d'un algorithme, quel que soit cet algorithme, c'est peut-être, je ne sais pas, des humains qui voudraient l'éteindre ou quelque chose, voilà, des obstacles à son objectif. Et peut-être que si les humains finissent par être un obstacle à son objectif, là, il pourrait y avoir danger pour les humains. Caricaturalement, c'est plus facile de maximiser les vues sur YouTube si personne ne va sur Dailymotion. Ouais. Ça rejoint ce qu'on disait quasiment au tout début de la discussion. C'est-à-dire qu'à un niveau de puissance suffisamment élevé, au niveau humain littéralement, là, il n'y a plus vraiment d'espoir pour les humains de contrôler. C'est-à-dire que la machine étant très, très compétente, c'est même pas une histoire de super intelligence cosmique c'est juste, puisqu'on atteint un niveau de compétence comparable à celui des humains, ou même un petit peu supérieur, on passe dans un régime où il est juste impossible d'anticiper les décisions de la machine. Du coup, ça pose un risque. Si on a des objectifs instrumentaux qui sont indésirables, tant pis pour nous, fallait y penser avant. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment plausible pour le coup. Surtout si on regarde déjà les algorithmes d'aujourd'hui. Donc si on regarde l'algorithme de YouTube, comprendre YouTube aujourd'hui, c'est très, 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 très compliqué. Et pas uniquement parce que le code de YouTube est privé, donc qui est, je pense, un vrai problème, mais même si le code était ouvert, YouTube est juste devenu ultra complexe. Donc un exemple que j'aime bien prendre, c'est si tu parlais de est-ce que l'algorithme de YouTube comprend mieux des choses que l'humain. Donc j'ai découvert récemment qu'il y avait des chaînes YouTube de ce qu'on appelle les cleanfluenceuses. Donc c'est des femmes qui nettoient leur maison, qui se filment en faisant ça et qui font des millions de vues. Ok. Ça me rappelle les gens qui se filment en train de manger. C'est très populaire aussi. Ouais, c'est complètement fou et c'est quelque chose que je ne suspectais pas du tout. Enfin, il y a un mois, tu m'aurais dit ça, probablement pas. Mais ça, YouTube, l'algorithme de YouTube le sait ça certainement. Certainement,
toutes les vidéos de YouTube sont filtrées, elles passent par des algorithmes de machine learning qui vont regarder les droits d'auteur, regarder est-ce que c'est de la pédophilie, est-ce qu'il y a de l'incitation à la haine. Enfin, il y a plein de choses que l'algorithme regarde. Et elle va faire ce qu'on appelle de la représentation sémantique. Et donc, ça veut dire essayer de synthétiser le contenu de la vidéo en un vecteur qui va essayer de retenir les éléments clés. Et très probablement, très probablement, je dirais, il y a quelque part dans cet espace de sémantique de l'algorithme de YouTube un vecteur une région de l'espace qui correspond à ces clean influences. Et du coup, en un sens, on peut dire que YouTube connaissait ça, et en tout cas est capable de rediriger les gens vers ces genres de vidéos dès qu'ils sentent qu'il y a du potentiel. Et ça, je ne le savais pas. Bon, on s'en fout quand même, mais je pense que la plupart des gens ne savaient pas. Et probablement, la quasi-totalité sans doute des ingénieurs de YouTube ne le savaient pas ou ne savaient pas trop. Et je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de YouTube. Aujourd'hui, YouTube est un environnement ultra complexe. Et en un sens, l'algorithme de YouTube le comprend mieux, a des représentations sémantiques des différents que aucun humain ne possède aujourd'hui, en tout cas dans leur entièreté. Ouais. Ou tout du moins d'avoir des groupements de vidéos qu'on sait que ces vidéos se ressemblent, sont de la même thématique, vont intéresser les mêmes personnes. Ouais. Et il y a des heures et des heures. Je crois maintenant c'est des jours de vidéos qui sont. C'est 500 heures par minute. 500 heures par minute. De nouvelles vidéos par minute. C'est monstrueux. Donc il faut 600, faut 30 000 personnes qui regardent YouTube en même temps pour regarder tout ce qui arrive sur YouTube en temps réel. Là, on est dans le very big data. C'est gigantesque. Et après, on se demande pourquoi Google a besoin de data centers aussi gros. Pourquoi ils prennent autant d'énergie. Ah oui, effectivement. Et ça demande beaucoup d'énergie, tout ça. Ouais. Donc juste pour finir là, du coup, surveiller un algorithme d'aujourd'hui, c'est déjà très compliqué. Et c'est très difficile de comprendre pourquoi est-ce que YouTube m'a recommandé ça. Donc il y a tout un champ qui essaie d'étudier ça. Donc c'est le problème de l'interprétabilité des algorithmes. Et c'est très compliqué. Et ça deviendra encore plus compliqué. Parce qu'on a tendance à imaginer que on va interagir avec une IA de niveau humain et puis on va essayer de détecter si elle est vraiment de niveau humain, tout ça. En pratique, ce qui me paraît plus probable, c'est que c'est vraiment un algorithme comme celui de YouTube qui est déjà déployé et qui est déjà de niveau surhumain. On ne se pose même pas la question. Mais en fait, elle fait déjà des planifications stratégiques qu'on ne comprend pas. Je peux même reboucler avec la présentation du chercheur. Donc c'était Craig Boutillier, un chercheur de Google AI, Google AI, qui avait fait une présentation sur le déploiement de l'apprentissage par renforcement pour YouTube, et il disait une des grandes difficultés de faire de l'apprentissage par renforcement. Donc l'apprentissage par renforcement, en gros, c'est ce qu'on pense dans le livre, en tout cas, et je pense qu'on n'est vraiment pas les seuls à penser que c'est le cadre algorithmique du futur, en gros, en particulier des IA de niveau humain. Craig Boutillier expliquait qu'en fait, une des grandes difficultés de ça, c'est que les effets de YouTube sont parfois à long terme. Il y a d'autres études qui montrent que lorsqu'on change un traitement, on change tout à coup l'algorithme avec lequel les gens interagissent, on se demande comment ça va affecter, par exemple, le nombre de clics qu'ils font. Ils observent que parfois, le changement crée un changement de clic, mais que ce changement de clic continue les gens cliquent de plus en plus, par exemple, mais les gens continuent de cliquer de plus en plus. L'augmentation continue pendant des semaines et même des mois après. Donc ça montre qu'il y a un effet à long terme dû à la répétition exposée à un changement de l'algorithme. Et ça, c'est extrêmement difficile à quantifier. Aujourd'hui, on n'a pas du tout les méthodes pour y arriver. Souvent, ce que les gens font, c'est plus de l'A/B test. Et genre, ils montrent une image, ils montrent une autre, puis ils regardent si la personne clique. Et du coup, c'est instantané, il n'y a pas d'effet à long terme. Là, il commence à avoir des études sur long terme. Et donc, ce que présentait Craig Boutillier, c'était des algorithmes d'apprentissage par renforcement pour inclure cette dimension à long terme. Alors, c'est encore très bruité, c'est pas très clair que ça se fait très bon, mais c'est des choses que, quand je réfléchissais, je me disais, mais si j'étais à la place de l'algorithme de YouTube, je verrais pas du tout ça. C'est trop pour un seul cerveau. C'est trop pour mon cerveau, en tout cas. Donc, c'était vraiment impressionnant et en même temps un peu flippant. On a fait un petit panorama de ce qu'est, du coup, le problème de l'alignement, du fabuleux chantier. Et
dans l'altruisme efficace, on aime bien, explorer les problèmes, mais aime bien aussi explorer les solutions. Ouais. Comment on va s'attaquer à ce problème? Pour reprendre un peu, on a la dimension, de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Ouais. On a la dimension, long terme, au fur et à mesure que la puissance des systèmes va augmenter. Quelles sont les voies pour s'y attaquer? On avait fait la liste, il y a un petit peu de temps, donc on avait parlé du Future of Humanity Institute, de Chai, de Miri. Donc on a une partie des gens qui partent sur l'aspect technique du problème, Ouais. c'est-à-dire, comment faire en sorte, de pouvoir, guider les machines de façon stable, de pouvoir, observer, de pouvoir apprendre correctement. Et on n'a pas parlé des autres manières d'aborder le problème, en termes de gouvernance. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Ouais, ouais, donc il y a énormément d'enjeux, hein. Il y a Oui. pas que les problèmes techniques, il y a énormément de problèmes, malheureusement. Donc si on pense à la gouvernance, donc il y a toujours le problème de la course à l'IA. L'argument très simple, c'est que, si les gens font la course à avoir l'IA la plus puissante, bah, les contraintes éthiques, ou de sécurité risquent de passer au second plan parce que ça freine, la course à l'IA. Et plus il y aura un sentiment de course à l'IA, surtout si un sentiment de le premier qui arrive, gagne et les autres ont perdu. Si les gens sont dans cet état d'esprit, c'est très problématique pour, l'éthique de l'IA et pour la sécurité de l'IA et du coup, c'est assez dangereux, quoi. Parce que c'est plus facile d'avancer plus vite si on enlève la sécurité. Exactement, exactement. Et puis même si on tait les gens qui parlent de sécurité, parce que bon, ils vont prendre un peu de notre temps, et du coup, je pense que c'est Ouais. très important de sortir de cette optique. Malheureusement, on n'est pas parti Le pour sortir de cette optique. le cas de Boeing récemment, me vient à l'esprit. Les petits problèmes, de sécurité qu'il y a eu sur l'un de leurs, derniers avions qui, selon les rumeurs, attention, sont issus on essaie de pousser un peu Ouais, et de raboter un peu les coins sur, les vérifications, de sécurité. ouais, ouais. Beaucoup de gens ont peur de l'aviation et du coup, la sécurité coûte très cher, il y a beaucoup d'investissements en sécurité dans l'aviation parce que les failles de sécurité coûtent très cher. Mais par contre, si on réfléchit à l'algorithme de YouTube, bon, bah, voilà, s'il y a quelques conséquences, là, il y avait, une histoire de vidéos pédophiles, par exemple, qui n'ont pas été, bien, modérées par l'algorithme. Oui, Bon, là, il y a des conséquences. Mais souvent, on va beaucoup moins réfléchir, du coup, on va beaucoup moins investir dans l'éthique et dans la sécurité pour ce genre d'algorithme. Parce que c'est pas, ouais, tout le monde a YouTube sur mmh, son téléphone, on se dit pas qu'il y a un dilemme éthique à chaque mmh, recommandation de vidéo YouTube, oui et contrairement à l'avion. c'est un problème de visibilité aussi. Il y a eu des problèmes au Myanmar. Mmh. Sur, les recommandations, qui étaient extrêmement biaisées, mais c'était envers une certaine ethnie. Ouais, Heu, mais c'est un problème que, l'internaute, français ou américain ou canadien ou n'importe qui d'autre ne verra pas. Parce que ouais. c'est le même site, mais c'est pas les mêmes vidéos. Le cas du Myanmar a conduit à un génocide, avec des dizaines de milliers de morts et des 700 000 réfugiés si je me trompe pas. C'est Mmh. vraiment énorme, quoi. Ouais, donc un des trucs qu'on essaie de combattre, je pense que c'est assez récurrent dans l'altruisme efficace, c'est de combattre l'idée de la course à l'IA et de mettre en avant beaucoup plus le fait que si l'IA est bien conçue et alignée, ce sera un gain pour tous. C'est pas le premier qui gagne tout, c'est que tout le monde gagne, quoi. Si par contre, le premier qui gagne, bah, il a pas aligné son IA, bah, Mmh. c'est perte pour tout le monde, quoi. Donc c'est pas un jeu à somme nulle. La course à l'IA n'est C'est ça. pas un jeu à somme nulle. Oui, on crée de la valeur en améliorant les IA. On crée littéralement de la valeur. Ouais, C'est-à-dire que c'est pas, la valeur que je crée, est retirée à l'autre. Il y a d'ailleurs un concept en gouvernance de l'IA qui est la windfall clause. Je l'ai jamais vu traduit en français, mais c'est une clause de retombée, c'est-à-dire un principe d'entente entre différents acteurs qui, par défaut, se feraient la course, ouais, de dire: «On va s'entendre pour que, s'il y a quelqu'un qui décroche le pompon en premier et qui, par exemple, atteint une position de monopole, du type de celui que Facebook a eu parce que, ils ont réussi
croître et à être le réseau social numéro un, ou Google comme le réseau, le moteur de recherche numéro un, que s'il y a une entreprise qui décroche le pompon, d'avoir un accord préalable entre les entreprises pour dire que si le gâteau croît, l'entreprise numéro un redistribue une petite part Ouais, du gros gâteau. Ce ouais, qui est techniquement mieux que rien. L'entreprise numéro un garde de toute façon une majorité du gâteau. Mais comme aucune entreprise au début ne sait qui va finir numéro un, parce qu'ils sont tous en train de faire la course, ouais, de dire toutes les entreprises ont intérêt à souscrire à cette coopération. ouais. Ah non, ça a l'air très cool comme idée. C'est un protocole. Pour le coup, ça, c'est des idées dans le livre qu'on a défendu et que c'était presque plus chaud que de défendre l'IA de niveau humain, la possibilité d'une IA de niveau humain. Mais donc dans le livre, on parle des monopoles. Donc si on suit ce raisonnement de la course à l'IA, de façon assez vraiment contre-intuitive et qui peut paraître sans doute choquante pour beaucoup de gens, on suggère en tout cas l'idée que finalement, peut-être que les monopoles qui existent déjà, Google, YouTube, Facebook, tout ça, finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Euh, alors, c'est très contre-intuitif et tout ça, parce qu'on a envie de dire, ouais, ils sont tout puissants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais en fait, notre analyse qui fait écho à d'autres analyses de la efficace, c'est que le monopole crée des situations où les intérêts de ces entreprises seront moins dans la course à l'IA par exemple, et peut-être plus dirigés vers le long terme et la sécurité. Parce que si on est une entreprise et qu'on est en situation de monopole et qu'on se dit que bon, l'année prochaine, de toute façon, je serai toujours là, bah, à ce moment-là, on peut peut-être être plus tenté d'avoir des raisonnements à long terme. Et sur le long terme, en fait, une des grandes menaces pour ces entreprises, c'est un problème de sécurité énorme ou un scandale éthique énorme. Mhm. Donc ça, c'est un des arguments que l'on présente pour défendre les monopoles. Et l'idée selon laquelle, du coup, c'est plus facile de convaincre un acteur plutôt que 10 ou 100. Ouais, exactement ça. Enfin, il y a plusieurs raisons à ça, mais notamment une des raisons, c'est le problème de la diffusion de la responsabilité, Mhm. qui est extrêmement courant. Si on est tout seul à avoir fait un truc, bah, on se sent peut-être un peu plus responsable. Mais si on est un parmi 100, bon, c'est tellement facile de rejeter la faute aux autres ou de dire, bah, de toute façon, les autres le font pas. Du coup, ça peut freiner un peu l'éthique. Un autre argument qu'on peut mettre en avant, c'est le problème de la modération du contenu de façon générale. Si on a 1000 plateformes, bah, chacun risque de modérer son truc à sa manière. Et il y aura sans doute des trucs qui vont être créés pour des gens qui veulent mettre en ligne des contenus qu'ils ne veulent pas voir censurés ou modérés. Et, euh, et donc on peut dire comme ça, premier instinct peut-être qu'on peut avoir, c'est se dire non mais c'est très bien pour la liberté d'expression. Et c'est très bien que les gens puissent s'exprimer, mais juste parce qu'une idée doit être exprimée ne veut pas dire qu'elle doit être écoutée. Et en particulier, Mhm. il y a pas mal de messages, en fait. Si on y réfléchit, on est en fait d'accord. Donc, des incitations à la haine vraiment extrêmes, par exemple, des images de pédophilie, des vidéos de meurtre, par exemple. Ça, on n'a pas envie de voir ça popper en recommandation sur YouTube. Du coup, on est quand même d'accord pour qu'il y ait une certaine modération qui a lieu. Et en fait, si on y réfléchit, les grandes plateformes du web sont vraiment critiquées pour leur rôle en tant que modérateur et souvent pour leur manque de modération de certains types de contenus. Mhm. Donc, le fait d'avoir une plateforme centralisée, ça permet aussi de modérer le web, et ce qui peut sembler une violation des droits de l'homme ou je sais pas trop quoi. Mais si on y réfléchit, en fait, le problème, c'est surtout que il y a beaucoup d'acteurs qui veulent mettre en ligne des contenus qui ne sont pas vraiment bénéfiques. Et du coup, c'est peut-être mieux d'avoir ces modérateurs qui aident. Après, il y a la question de est-ce qu'ils font Mhm. ça bien, mais au moins, Mhm. il y a cette opportunité. Oui, le problème de modération est en soi très compliqué, mais Ouais. du coup, l'idée, ce serait qu'il serait a priori plus facile à gérer s'il est centralisé sur une seule plateforme. Ouais. Notamment si on a 100, on peut imaginer que chacun peut, que le 101e peut créer sa plateforme sans modération ou avoir mise en avant de contenu horrible. Et Et en pratique, si on suit un peu par exemple, ce qui s'est passé sur Tor et 4chan et tout ça, mhm. bah, il y a eu des trucs très cool qui sont sortis de là, mais il y a aussi eu des trucs assez horribles qui sont sortis de là.
Et derrière, on a quelqu'un qui va arriver en disant: «Et moi, je vais faire une méthode qui va permettre à tout le monde de pouvoir modérer efficacement», et du coup, qui va avoir un impact, qui va des outils pour pouvoir modérer efficacement, que ce soit pour un acteur ou que ce soit pour une centaine. Ouais. Donc par exemple, un des trucs, qu'on pousse pas mal dans alors je crois qu'on l'a pas trop mis dans le livre, parce qu'on a eu peut-être l'idée un peu plus après, mais sur la version anglaise, et ouais, c'est un truc dont on parle beaucoup, c'est un truc dont beaucoup de gens parlent beaucoup, c'est, la modération des discours de haine. Donc, hate speech Mhm. moderation, qui est, un énorme problème parce qu'on n'est pas d'accord sur qu'est-ce qui est un discours de haine. Bon, bizarrement, on n'est surtout pas d'accord lorsqu'on a un parti pris, mais on n'est quand même pas d'accord si et il faut qu'on se mette d'accord sur comment, modérer les discours de haine. Mhm. Heu et donc c'est un énorme problème éthique, mais l'avantage d'avoir des plateformes centralisées, c'est qu'on peut peut-être organiser un espèce de scrutin, donc à la manière de ce dont j'ai parlé tout à l'heure pour les donations de nourriture. Peut-être qu'on peut faire un scrutin avec, donc une démocratie virtuelle avec des représentants algorithmiques pour décider pour chaque vidéo, bah, est-ce que la plupart des gens voudraient que ça soit modéré ou pas? Et ça d'ailleurs, c'est un parfait exemple d'un problème qui n'est absolument pas informatique. C'est un problème pas technique, c'est vraiment un problème de sciences sociales, un problème de psychologie, un problème de... Alors, c'est un problème de psychologie, de sciences sociales et tout ça, mais c'est aussi un problème informatique, assez difficile. Mhm. Donc il y a pas mal de défis, liés à ça. Donc déjà, faut être capable d'inférer, enfin de calculer des représentants algorithmiques de chacun d'entre nous, ce qui est Mhm. pas facile. Il va falloir mettre en place aussi des manières pour les gens d'interagir avec de tester leurs représentants algorithmiques et de le corriger s'ils sont pas d'accord, et de gagner Mhm. confiance en fait que le représentant algorithmique est bien aligné avec nous. Mhm. Et il y a aussi un autre problème technique qui est, voilà, on a tous ces représentants virtuels, donc c'est très cool, on va faire un vote Mhm. démocratique dessus. Mais le problème, c'est que, lorsqu'il y a une vidéo mise en ligne, donc il y a 500 heures de vidéo par minute, la Mhm. décision de l'algorithme de YouTube doit se faire en millisecondes. Mhm. Notamment pour les recommandations, la recommandation pour un utilisateur donné, au moment où il tape quelque chose, ça se fait en millisecondes. Mhm. Or, tout le calcul que je décris, la démocratie virtuelle, surtout si c'est sur 1 milliard d'utilisateurs, ça se fait pas. Enfin, si on veut vraiment faire le calcul, on peut pas le faire. Mhm. Et du coup, il y a vraiment toute une recherche à faire sur le calcul d'heuristique avec des bonnes garanties si possible, pour savoir comment estimer cette démocratie virtuelle, comment est-ce qu'elle soit robuste à des utilisateurs malveillants, à des faux comptes. Voilà, c'est tout un problème aussi informatique. Distribué en temps Distribué, réel, c'est en temps réel, tout ça. et ça rajoute des couches et des couches et des couches. Ouais, ouais. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Non, non, Mais, on est loin d'être sorti. Mais ça avance, mais, donc du juste, coup. mais justement, c'est aussi pour ça que c'est un fabuleux chantier, c'est-à-dire que les problèmes sont là, mais eh ben, on va y faire face, Ouais, on va y réfléchir calmement, on va essayer de les résoudre, on va essayer de trouver des talents qui ont de bonnes idées, des ouais, compétences. Quel genre de compétences, à ton avis, serait utile pour s'attaquer au chantier? ouais. Donc, à peu près, toutes. Ah, ouais, Ça, c'est un peu la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est concerné, c'est ou la mauvaise nouvelle, je sais pas, c'est en termes de décision, on aurait tendance à dire que toutes, c'est une mauvaise nouvelle. Il va falloir quelques critères de sélection, sinon on n'est pas plus avancé en termes d'information. Ouais, donc, un des grands, chantiers qu'on a commencé après avoir écrit le fabuleux chantier, enfin qu'on commence en ce moment en fait, donc on est en train de mettre en place un wiki, et aussi un nouveau podcast qui s'appellera robustlybeneficial.org. Ce sera en anglais par contre, c'est export. Oh! C'est ça. Donc Robustly Beneficial, où, notre objectif, c'est bon, on va faire un peu le point aussi, donc c'est un peu structurer les idées et tout ça, lister beaucoup de références et essayer de faire ça assez bien. Ce qu'on a beaucoup poussé dernièrement, c'est, essayer d'identifier pour chaque expertise, heu, comment est-ce qu'il peut contribuer, quoi. Pour chaque expertise, on essaie de proposer des idées de comment telle personne avec telle expertise peut aider, peut contribuer au fabuleux chantier. Mmh. Donc juste pour donner peut-être des exemples, bon alors, par exemple, il y a la sociologie, énorme. Enfin, il y a YouTube, c'est enfin, en termes de données sociologiques, c'est juste incroyable. Il y a moyen d'étudier énormément de choses
Par exemple, moi, je sais, grâce à mes statistiques YouTube, que c'est pas des bonnes nouvelles, mais bon, au moins je le sais, c'est que 94% des gens qui me regardent sont des hommes. Donc il y a un énorme biais homme-femme. Un autre truc très, très étonnant que j'ai découvert récemment, c'est que alors YouTube le savait, mais bon, j'ai lu récemment sur mes statistiques, c'est que le temps de visionnage moyen entre les hommes et les femmes est très différent. Il y a presque 2 minutes d'écart. Donc les hommes, c'est à peu près 8 minutes en moyenne par vidéo. Et les femmes, c'est 6 minutes en moyenne par vidéo. Donc il y a un énorme écart. Alors, je n'en sais pas plus, malheureusement, mais c'est un mystère énorme. Expliquer ça, mieux comprendre YouTube. Je pense qu'il y a des recherches absolument énormes. Dans le style, je recommande, il y a un article de Joachim Allgeier, qui est un sociologue, qui a étudié les vidéos, enfin, le contenu notamment des vidéos qui parlent du changement climatique, avec plein de méthodologies qui sont vraiment fascinantes. Je recommande très, très vivement. Et il y a toutes sortes d'études dans ce genre à faire, je pense, sur YouTube. Et j'ai aussi été interviewé par différents sociologues, donc il y a quand même de l'intérêt chez les sociologues. Mais voilà, c'est un des trucs parmi d'autres. Une autre question qu'on se pose, c'est comment évolue l'éthique, notamment l'éthique dans les entreprises, mais même ailleurs, quoi. Quelles sont les conditions qui font que les gens vont être plus préoccupés par ça? Quelles sont les conditions dans lesquelles ils seront moins préoccupés par ça? Voilà, je pense que c'est des questions assez énormes. Comment est-ce qu'on peut encourager davantage d'éthique chez YouTube, par exemple? Ouais, alors je disais que les sociologues, ce serait cool d'étudier quelles sont les conditions dans lesquelles l'éthique, par exemple, est plus mise en avant, ou les gens réfléchissent mieux. Ouais. Quelles sont les conditions qui favorisent l'honnêteté intellectuelle, par exemple? C'est un sujet dont Alexandre et moi avons beaucoup parlé récemment, parce que Julia Galef s'est mise à en parler, et on a un peu des moutons. Quand Julia Galef dit quelque chose, on répète. Est-elle toujours active? Est-ce qu'elle fait toujours des vidéos régulièrement, au-delà de son podcast qui est toujours très très bien, mais... Alors malheureusement, elle n'est pas sortie de vidéo depuis 2 ou 3 ans, je crois, mais elle sort un livre bientôt, donc ça va être très très cool. Donc étudier la sociologie de l'éthique, ou qu'est-ce qui pousse les gens à réfléchir de telle manière, à mieux réfléchir. Je pense que c'est des sujets. Qu'est-ce que les gens pensent aussi de leur interaction avec les téléphones, les algorithmes de façon générale? Est-ce qu'ils sont conscients que le contenu est personnalisé? Enfin voilà, il y a pas mal de questions comme ça que je donne comme ça. À quel point les gens anticipent le futur? Qu'est-ce qui fait que les gens anticipent le futur? Enfin, je donne quelques questions comme ça, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui seraient pertinentes, et je pense qu'en lisant le livre, ça peut donner des idées de recherche dans le domaine. Donc, les psychologues. Les psychologues, quel profil? Tous. Tous, ouais. Tous les psychologues. Tous. Les plus importants, ça reste quand même, je pense, j'en donnais beaucoup, mais sociologues, psychologues, philosophes, mathématiciens et informaticiens. Bon, après, c'est sûr que journaliste, médecin, vulgarisateur, professeur, je sais pas, j'en oubliais énormément, mais en gros, ingénieur, manager, il y a besoin que tout ça aille ensemble. Nous allons attendre avec patience le wiki pour avoir plus d'ample description de comment aider, comment participer au chantier. C'est d'ailleurs donc c'est là où je mentionne 80 000 heures. Dont on entend parler de façon récurrente dans les discussions dans l'altruisme efficace, parce que c'est un site du mouvement aligné avec le mouvement, qui propose des options de carrière, des méthodes pour faire en sorte d'avoir un impact positif tout au long de sa carrière, à peu près à n'importe quel niveau, mais surtout au moment où on peut faire des choix. Et donc qui accessoirement a un job board, un listing d'offres d'emploi sur différents profils liés à l'intelligence artificielle, que ce soit sur le côté technique ou sur le côté gouvernance. Et les profils sont relativement variés. On voit des offres sur assistants dans des groupes de réflexion, assistants dans la recherche, des chercheurs sur des problèmes techniques, des gens qui font de l'administratif dans des organisations liées à l'intelligence artificielle. J'ai pas vu encore beaucoup d'offres liées justement à la psychologie et à la sociologie, mais je m'attends à ce qu'il y en ait dans les prochaines années, quand les besoins seront mieux définis, quand les problèmes seront
mieux cerner parce que c'est un travail constant pour bien définir le cadre des problèmes. Et Ouais, le livre, j'apprécie la contribution de l'ouvrage pour essayer de clarifier exactement qu'est-ce qu'on essaie de résoudre, sur quoi ouais, on peut travailler, parce que c'est une première étape. Parce que dire qu'il y a un problème, c'est bien, mais s'organiser, ouais. c'est l'étape suivante. Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire, et après j'ai envie de dire, enfin, Mehdi et moi, on est quand même des gens assez interdisciplinaires, on s'intéresse à pas mal de choses, mais on n'est pas psychologue, on n'est pas sociologue, on n'est pas politicien, on n'est pas manager, enfin, il y a plein de compétences qui nous manquent et du coup, il y a certainement énormément d'angles morts que l'on a, quoi. On va les combler, pas nous tout seuls, hein, ça va être nécessairement un effort collectif. Ah ouais, et c'est ça qui fait aussi que c'est un fabuleux chantier, quoi. C'est Yes. vraiment un truc énorme qu'on veut faire et je pense que c'est vraiment un truc excitant. Enfin, j'espère qu'on essaie de communiquer beaucoup ça dans le livre. On peut être terrifié. Je pense que c'est pas inutile d'avoir été un peu terrifié à un moment donné, mais je pense que l'état d'esprit le plus important à avoir par rapport au fabuleux chantier, c'est d'être excité, de se dire que c'est des défis inédits, monumentaux, Mmh. et intellectuellement incroyablement stimulants. C'est Vraiment, il y a rien qui m'excite plus aujourd'hui que de réfléchir à comment rendre les algorithmes bénéfiques, c'est vraiment. ça. Et c'est un sentiment qui mérite d'être partagé dans le sens où une partie des gens qui sont confrontés aux problèmes à des problèmes à long terme, des problèmes, même des problèmes à court terme, mais avec une échelle énorme, c'est-à-dire où on se rend compte de l'échelle que prend un problème, de l'impact, que ça représente j'allais dire du fardeau du monde, c'est un peu imagé, mais que c'est assez dur à porter, Ouais, finalement. Et qu'il y a vraiment une grande part de garder le mental, de garder une vision positive, pas dans le sens, tout est merveilleux et tout va se résoudre, en un claquement de doigts, mais de dire que, heu, le progrès existe. C'est on peut progresser sur tous ces problèmes s'il y en a beaucoup, qu'il y a beaucoup de gens qui partagent nos valeurs. Il se trouve que, là, tu viens de mentionner, le fait que le problème de l'intelligence artificielle est très excitant. Pour d'autres, ce qui va les motiver, ça va être, par exemple, la cause animale, ouais, ça va être le changement climatique. Il y en a que, la biosécurité, lutter contre les pandémies, c'est quelque chose de très motivant et il y en a d'autres où ça va être, tout à la fois, d'autres qui vont partir dans le méta. Donc il y a plein de bonnes volontés, que l'on se doit, d'organiser, que l'on se ouais, doit de fédérer et il y a un impact positif à fédérer tout cela, à ouais, faire en sorte que tout le monde travaille ensemble ouais. sur la résolution de ces problèmes. Ouais, ouais, je parlais des managers, je sais pas si on peut les appeler managers, mais dans le mouvement très efficace, il y a quand même pas mal de gens dont une grande partie, de la tâche, c'est de fédérer, de créer des mouvements, enfin d'organiser des événements et tout ça et c'est ultra important, c'est beaucoup de travail, et c'est vraiment important parce que ça change la relation enfin, parce qu'on peut croire que l'altruisme, c'est du sacrifice. Si on s'y prend mal, on aura un sentiment de sacrifice. Mais quand on est entouré de gens et que c'est bien organisé, que tout se passe bien, d'un point de vue pratique, Mmh. bah, ça devient beaucoup plus c'est plus un sacrifice, quoi, Ce on n'est prend pas un plaisir, quoi. jeu à somme nulle. Exactement, C'est ce n'est c'est pas un on jeu à c'est somme nulle. on crée pour créer de la valeur, il ne faut pas nécessairement, en donner autant de sa personne. Exactement, ouais. Ce podcast, participe à la diffusion de ces idées. Il y a aussi, également des rencontres, des cafés discussions, que ce soit, en physique ou en ligne aussi, Ouais, qui se font pour discuter de ces questions, donc et des questions, notamment une bonne base de questions, c'est celle qui se trouve en fin de chaque chapitre, ouais, pour en discuter avec d'autres, échanger des connaissances, découvrir. Une question que je voulais te poser, c'est une des dernières questions que je voulais te poser. C'est qu'il est, possible que, il y ait un biais de disponibilité. Qu'on va dire que,
en tant qu'expert, en tant que mathématicien, il y ait, plus d'affinité pour toi de t'orienter vers, les problèmes d'intelligence artificielle. Dans un sens, il y a un risque que, les problèmes de l'intelligence, artificielle bénéfique, soient une grande lumière, un truc qui attire parce qu'on donne l'impression que c'est un grand problème à résoudre, qu'il y a des trucs à faire. Pour bien s'assurer, que, on n'est pas là juste parce qu'il y a de la lumière. J'aimerais te poser une question assez importante, c'est qu'est-ce qui pourrait arriver dans le monde? Qu'est-ce qui pourrait changer dans le monde, qui te ferait changer d'avis sur l'importance de ce problème? Qu'est-ce qui te rassurerait? Dans un sens, ce serait encore pire. Qu'est-ce qui te ferait dire qu'il y a, quelque chose d'encore pire ou d'encore plus urgent à résoudre? Ça serait pas rassurant s'il me dit ça. Ça serait pas rassurant du tout. La question se pose généralement parce que le une des questions fondamentales, c'est pourquoi ce problème plutôt qu'un autre? Ouais. Donc pas qui nous ferait dire qu'est-ce qui fait qu'on a gagné, mais qu'est-ce qui pourrait te faire dire que le problème n'est pas aussi urgent que tu ne l'estimes maintenant? C'est une question de levier d'action. Mmh. Aujourd'hui, je trouve que l'algorithme, de YouTube est vraiment un levier, énorme et vraiment, vraiment énorme. Donc s'il y avait un levier plus grand que celui de YouTube, quel qu'il soit, bah, je sauterais, dessus. J'ai du mal à comme ça à imaginer un autre levier plus important aujourd'hui, mais enfin, alors, bon, il y a le cas un peu simple qui est, si demain il y a quelque chose de plus puissant que YouTube, donc s'il y a un autre algorithme, sur internet où tout le monde y va et puis, tout le monde passe Mmh. 3 heures dessus, bon bah, quel que soit, le site en question, il sera ultra important. Mmh. Mais bon là, ça restera, j'imagine, dans le cadre enfin, des problèmes d'algorithmique, on va dire, de façon Oui. assez générale. Là, comme ça, j'ai quand même du mal à imaginer quelque chose, un levier qui soit plus efficace que ça. Si jamais, je sais pas, j'ai accès aux personnes les plus puissantes du monde, peut-être que comparé à YouTube, ce sera plus important. Mais bon, je pense que je leur dirais quand même de s'intéresser à YouTube, et donc je suis pas sûr que ce soit Mmh. un très bon truc. Par exemple, quel genre d'avancée serait une étape majeure et te ferait dire: «Ça y est, on est à la moitié du chemin» ou on a fait Ouais. beaucoup de chemin dans la Alors résolution du problème? il y a quelques petits trucs qui m'ont fait un peu, moi, du coup, c'est dans les mauvaises nouvelles, c'est des trucs pires que que les algorithmes, mais heu, donc par exemple, il y a eu, les avancées en ordinateur quantique. À un moment, je prépare une vidéo, puis je regardais, quel est le nombre de qubits, et bon, j'avais fini ma vidéo, le script de ma vidéo en disant: «Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour demain». Puis là, je vais regarder, enfin, d'ailleurs, les algorithmes enfin, les ordinateurs quantiques d'aujourd'hui n'ont que, puis là, je vais sur, Wikipédia, et je m'attendais à trouver à peu près 50 qubits. Puis là, je tombe sur un truc qui avait, dans les centaines de qubits, un truc de C'est pas oui, alors j'étais tombé dessus, la dernière annonce que j'avais entendu parler, c'était 49 qubits. ouais, donc ça, c'est le truc de Google, mais il y avait une autre entreprise, qui avait un truc avec des centaines de qubits, et bon, il y avait pas plus d'informations, mais, quand j'ai vu le chiffre, j'ai fait enfin, j'ai paniqué. Ouais. J'ai fait: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe dans un ordinateur quantique? Est-ce qu'il y aura bientôt un ordinateur quantique à 4000 qubits?» Parce que 4000 qubits, c'est un peu le point où ça peut poser vraiment problème, et si ça arrive tout à coup à 4000 qubits, ça posera d'énormes problèmes. Voilà, bon, en fait, je pense que leur truc a été survendu et tout ça, donc c'est Oui, pas c'est ce que j'avais entendu aussi, ça a été survendu et c'était de l'esbrouf. donc ça m'a recalmé. Il y a eu un autre moment de petite panique que j'ai eu, c'est, avec, comment ça s'appelle le truc de Elon Musk, Neuralink. Oui. Bah, si un truc à la Neuralink, me permettait enfin, était tout à coup pas cher et facilement, enfin, pour moi, ça serait ultra dangereux parce que, enfin, moi, j'aurais assez peur de ça, et justement, là, je pense que mon attention serait plus portée sur ça parce que, heu, pour moi, c'est un téléphone puissance, 1000, quoi, si on a un truc directement connecté au cerveau, Donc pour et donner un peu de contexte ouais, pardon. sur, Neuralink, du coup le projet est en quelques mots, d'améliorer la bande passante entre les humains et les machines, en permettant d'envoyer plus facilement des signaux de son cerveau à une machine, Ouais, sans passer par, des mains, de la voix, voilà, en allant directement, balancer,
une sélection de signaux provenant du cerveau aux machines pour aller plus vite. Ouais, donc on avait parlé un peu, notamment, il y a Alexandre Technopro qui a une vidéo dessus qui est un peu le résultat de nos discussions. Mais on était vraiment, j'étais vraiment pas à l'aise avec cette idée. Si c'est en voie juste sortante, si la sécurité est mal faite et sur ce genre de truc. En plus, en parlant avec certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y avait un excellent enthousiasme sur la technologie et qu'il n'y avait pas assez de réflexion sur la sécurité. Et voilà, s'il n'y a pas assez de sécurité sur ça, en gros, n'importe qui pourrait lire votre cerveau, ce que vous pensez, quoi, ce qui paraît assez flippant. Mais ce qui serait encore pire, c'est s'il y avait une voie entrante, parce que il y a notamment une présentation de Yuval Harari Harari insiste beaucoup sur le fait que les humains sont hackables. Et si on réfléchit à l'algorithme de YouTube, l'un des gros dangers, c'est que finalement, juste avec de l'information, on est capable de changer ce que les gens pensent. Et ça, c'est de l'information qui passe par YouTube et puis ensuite par nos yeux. Donc, il y a plusieurs étapes intermédiaires. Si c'est directement collé à notre cerveau, ça me paraît encore une révolution de l'information. Ouais. Et du coup, on retourne sur les problèmes du début, et c'est encore pire parce que c'est vraiment une technologie naissante. Ouais. Là, sur le fait que même si on peut commencer à réfléchir sur l'implication de ces technologies, on va avoir du mal à mettre une date dessus, à anticiper les étapes de développement de ces technologies. Et du coup, ça va demander du boulot pour estimer l'impact qu'elle peut avoir. Donc, nous allons ajouter ce dossier à la pile. Peut-être un autre truc, c'est pas relié directement, si c'est lié aux IA, c'est les armes autonomes, qui est aussi une source de préoccupation. Alors si vraiment personne n'en parlait, il y a trop peu de gens qui en parlent. J'ai assisté à une présentation à un moment de Cédric Villani à Genève il y a 7-8 mois, où lorsqu'on avait posé la question des armes autonomes, il avait botté en touche et j'avais été scandalisé intérieurement et très inquiet. C'est des armes autonomes, c'est avec une petite technologie d'IA qui existe déjà aujourd'hui pour faire de la reconnaissance faciale. Ça pourrait être la possibilité de n'importe qui de tuer n'importe qui d'autre de façon intraçable. Dans le cas extrême de l'utilisation, en effet. Et justement, on n'a pas parlé justement des armes autonomes comme application, comme problème lié à l'intelligence artificielle à court terme, du coup, parce que c'est une extension d'une technologie qui existe déjà. Ouais. Et il existe également des groupes dont par exemple le Future of Humanity Institute et Stuart Russell aussi, donc éminence du domaine de l'intelligence artificielle, qui avait été le visage d'une vidéo pour sensibiliser la population sur ce problème des armes autonomes. Donc c'est un problème de gouvernance supplémentaire. Et ça combiné avec des algorithmes plus intelligents, plus capables de plus de planification, c'est pas rassurant. Mais c'est toujours le même problème d'IA, d'intelligence artificielle alignée. Après, il y a une petite différence, c'est qu'il y a en fait les armes autonomes, c'est plus des utilisateurs malveillants a priori qui seraient alors que les IA de façon générale, c'est pas forcément des utilisateurs malveillants, c'est juste des utilisateurs qui ne font pas attention suffisamment aux risques d'effets secondaires du déploiement de leur technologie. Oui, il y avait d'ailleurs un article assez récent de Lawfare, coécrit par un des chercheurs du Future of Humanity Institute, si ma mémoire est bonne, qui distinguait les risques issus d'utilisation malveillante, d'utilisation accidentelle, donc des effets secondaires mal anticipés néfastes, et les problèmes structurels, ceux dont on parle assez peu, qui sont de l'émergence d'une nouvelle technologie, comme par exemple la reconnaissance faciale, engendre des problèmes structurels, c'est-à-dire que le monde dans lequel la reconnaissance faciale est à la portée de tout le monde, à la portée de n'importe qui, est un monde très différent, est un monde avec des futurs très différents de celui où la reconnaissance faciale est très compliquée.
Ouais, tout à fait. Et dans le sens, il y a aussi l'article de Bostrom là, de Vulnerable World Hypothesis, Oui, donc l'hypothèse du l'hypothèse du monde monde vulnérable, vulnérable. Oui. qui est une lecture que je recommande vivement pour le coup, même si pour le coup elle est assez, assez terrifiante. Faites attention à vos lectures avant d'aller vous coucher. C'est typiquement un article de long terme, ça. Est-ce que tu veux résumer un peu l'idée principale du papier? Ouais, alors l'idée principale, c'est que, au fur et à mesure que les technologies se développent ou la recherche scientifique avance, en fait, Mhm. on découvre des nouveaux trucs, mais on ne sait pas aujourd'hui ce qu'on va découvrir demain. Mhm. Et parmi les découvertes, il est possible qu'il y ait des découvertes qui soient vraiment dangereuses. Donc il prend cette analogie, à chaque nouvelle découverte, c'est un petit peu comme tirer une boule d'une urne, comme un motus, quoi. Et la plupart des boules sont blanches, donc ça va bien. Mais pour l'instant, on a tiré essentiellement que des boules blanches, Ou mais grise. c mais il y en a certaines qui étaient grises déjà et on pourrait imaginer des boules qui sont noires. Et le truc, c'est que la découverte peut avoir du jour au lendemain, juste la connaissance d'une technologie peut être en fait un savoir extrêmement dangereux. Mhm. Donc Bostrom donne, notamment l'exemple, du physicien, Ouais. Léo Szilard. Il est aussi là, oui. Donc Léo Szilard qui, donc le lendemain, en plus la temporalité, enfin, c'est quasiment un film, ce truc, mais Oui. donc le soir, la veille au soir, il y a, je sais pas si c'est au soir, mais la veille, donc il y a un physicien, le plus grand physicien, nucléaire de l'époque, C'était Rutherford, il me Rutherford, semble. ouais, c'est ça, Rutherford, qui dit que, il est impossible, d'extraire de l'énergie nucléaire et en particulier de créer une bombe nucléaire, heu, à partir de la fission, de la fusion d'atomes, et n'importe qui parle de ça, is talking moonshine, raconte, en gros Voilà, de la merde. Et le lendemain, Léo Szilard se rend compte du principe de réaction en chaîne qui permet de faire des bombes nucléaires. c'est ça. Juste le lendemain. Juste le lendemain, quoi. Et du coup, on est passé de 24 heures à il y a aucun danger en physique nucléaire à oh putain, il y a un énorme danger en physique. Que c'est physiquement impossible à eh bien, en fait. Mais en fait, j'ai tout le principe qu'il faut. Et en fait, c'est encore pire que ça parce que, à ce moment-là, il savait pas à quel point c'était facile. Il savait que c'était possible de faire des bombes nucléaires, mais il savait pas à quel point c'était facile d'en faire. Et du coup, dans son modèle du monde à ce moment-là, il était tout à fait raisonnable pour lui de penser que ça se trouve un tout petit peu d'uranium, on est capable de faire, une bombe nucléaire. Il se trouve que bon, il y a la bonne nouvelle, si j'ai envie de le dire ainsi, c'est qu'en fait, il faut quand même pas mal de kilogrammes quelques kilogrammes, je crois, d'uranium pour, enrichi, quelque chose comme ça. Mhm. Enfin, je connais pas trop les détails, pour faire une bombe nucléaire, ce qui fait que créer une bombe nucléaire est aujourd'hui pas à la portée du premier venu. Ça demande beaucoup d'infrastructures, c'est quelque chose qu'on peut facilement observer, c'est quelque chose que, des organisations, de l'ordre de l'État peuvent enrayer si besoin ou plus ou Ouais, moins observer et ouais, enfin qu'ils ont la capacité d'intervenir à temps. ouais, Encore que, au niveau international, ça va, mais ça s'observe ouais, et ça reprend ce qu'on disait du coup tout à l'heure sur, l'incertitude qu'on a sur des développements technologiques qui ne sont pas encore advenus. C'est ouais, la découverte technologique, c'est pas une expérience, reproductible. L'impact d'une nouvelle technologie n'est pas reproductible. ouais. Ouais, il y a beaucoup d'incertitudes et il faut raisonner avec l'incertitude. C'est pour ça que c'est bien d'être bayésien. Non, c'est important vraiment pour le futur, de raisonner en termes de probabilité. Du coup, l'hypothèse du monde vulnérable montre un peu la difficulté qu'on a à donner l'échelle d'impact, Ouais, de ces développements technologiques et donc au minimum par sécurité, on va dire que il est utile, il y aura probablement, un impact positif à étudier ces problématiques. ouais. Ouais et donc ce qu'explique Bostrom dans cet article, c'est que, enfin d'après lui, c'est très convaincant. En gros, si on veut se préparer contre d'éventuelles, découvertes comme celle-là, Mmh. il y a plusieurs choses qui sont importantes. La Mmh. première, donc il y a le problème de la gouvernance globale.
C'est-à-dire que suffit pas d'avoir des trucs locaux, parce que n'importe qui peut découvrir, n'importe qui peut redécouvrir la chose. Donc c'est important d'avoir une réflexion à l'échelle globale. Et important de surveiller n'importe qui. Si la menace peut venir de n'importe où, c'est important d'avoir des informations sur à peu près tout le monde. Ce qui peut être stressant pour des raisons Oui. de surveillance globale, quoi. Mais cette surveillance globale pourrait être alors utile pour. C'est pour ça qu'il y a vraiment un conflit entre la sécurité et la privacy et la confidentialité. C'est-à-dire que comme tout le monde, avant, je donnais beaucoup d'importance à la confidentialité. Enfin, je sais pas comme tout le monde, mais jusqu'à récemment. Puis quand j'ai lu cet article, pour d'autres raisons aussi, j'ai tendance à relativiser l'importance de la confidentialité. C'est mieux s'il y en a, mais il y a quand même des sacrés risques à permettre à anéantir complètement la confidentialité, les capacités de surveillance. Donc c'est pas facile, mais il y a clairement un compromis à avoir. Un troisième point de Bostrom, c'est tout ce qui est lié à la polarisation. Donc si on a des groupes avec des motivations très différentes, le fait qu'il y ait pas mal de motivations différentes fait qu'il est assez probable qu'il y en ait au moins une qui coïncide avec l'utilisation malveillante de la technologie. Du coup, globalement, la polarisation est quelque chose qui me semble très préoccupante pour cette raison. Au fur et à mesure qu'on a des technologies de plus en plus destructrices, le fait d'avoir un monde de plus en plus polarisé, et c'est ce que malheureusement beaucoup d'études suggèrent, c'est quelque chose d'assez préoccupant. Et enfin, un quatrième point que soulève Bostrom, c'est que si on est chercheur, au lieu de continuer business as usual, juste continuer à tirer des boules dans une urne sans connaître leur couleur avant de les tirer, on peut peut-être chercher à soit biaiser notre tirage de boules, essayer de favoriser le tirage de boules blanches, soit même à travailler sur des technologies pour se défendre d'éventuelles boules noires. Et c'est typiquement la sécurité en intelligence artificielle. Ça fait beaucoup d'avenues. Et effectivement, il y a cet équilibre entre on a besoin d'observer les utilisateurs pour savoir à quoi leur suggérer. Donc, la quantité d'informations que l'on donne aux algorithmes contre l'utilité la valeur qu'on en retire. Et du coup, l'équilibre entre la surveillance des développements technologiques, la confiance qu'on accorde à ceux qui développent la technologie et le risque que pose ce développement. Ça demande beaucoup réflexion et on va poster des ressources dans la description autant que possible qui ont été mentionnées au cours de la discussion. Ça fait bientôt 2 heures, si mon compte est bon, que nous échangeons sur le sujet du coup de l'intelligence artificielle robustement bénéfique et du long terme, parce que le long terme, l'éternité, c'est long. Enfin, l'éternité. Le futur de l'humanité est potentiellement extrêmement long. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire dedans et beaucoup de choses à anticiper. Et j'ai envie de rajouter encore une fois que même si vous n'êtes pas préoccupé par le futur de l'humanité lointain, c'est juste votre personne du moment qui vous inquiète, qui vous préoccupe, rendre les algorithmes robustement bénéfiques, ça reste très très pertinent parce que le monde d'aujourd'hui est quand même très largement améliorable. Oui, il y a beaucoup d'impact à avoir dès aujourd'hui. Et du coup, nous vous invitons, chers auditeurs, à consulter, à vous informer déjà, à rester curieux sur toutes ces problématiques. Il existe une communauté d'altruistes efficaces ou d'aspirants altruistes efficaces qui essaient de fédérer tous les efforts liés à la résolution de ces problèmes, à les clarifier, à essayer de trouver les meilleures interventions pour avancer, pour trouver les meilleures méthodes pour avoir un impact positif dès aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller fouiller dans les liens et à vous abonner, du coup, évidemment. Merci beaucoup, Lé, pour cette discussion. Merci à toi, Jérémy. Ce fut un plaisir. Donc, ce n'est pas notre première discussion. Et donc, nous avons déjà eu une discussion sur la chaîne de Lé, à laquelle je vous invite à vous abonner.
N'hésitez pas à aller voir en librairie et en ligne Le Fabuleux Chantier, un bouquin chouette. Merci. Et du coup, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, temps futur et à la prochaine. Ouais, à la prochaine, chouette. Abonnez-vous. Abonnez-vous!